Voilà, alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir. Un grand merci aussi bien sûr à la mairie de Chamonix qui nous a mis à disposition cette belle salle du Majestic qui nous accueille ce soir et pour leur soutien chaleureux dans l'organisation de cette conférence. Donc c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre du bicentenaire de la Compagnie des guides de Chamonix, puisqu'elle s'intéresse à un sujet qui touche de près l'activité des guides, puisqu'il s'agit du risque des guides et puis de façon plus générale, bien sûr, les activités de montagne. Alors, la question du risque ne brille pas par son originalité dans une vallée comme ici, où on s'y intéresse régulièrement d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir, on va essayer de s'y intéresser un peu différemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du risque dans sa mesure, sa gestion, mais plus on va s'intéresser à la question du sens. Donc la question du sens, elle va rejoindre celle de la signification, de la représentation du risque, et donc de la signification des conduites à risque à l'échelle à la fois individuelle et sociétale. Donc, pour ce fait, nous recevons donc, le grand sociologue David Le Breton, que nous sommes très heureux de recevoir ce soir, qui est donc professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Strasbourg et également membre de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste donc des conduites à risque, des représentations et des mises en jeu du corps humain. Et dans ce cadre, il a donc beaucoup travaillé sur les conduites à risque. Donc ce soir, il va nous parler en particulier de la représentation du risque chez les individus dans les activités où il est pris délibérément, consciemment. Alors évidemment, pour aller, c'est un travail d'une vie, donc ce sera dur de le résumer là, mais je vous invite bien sûr, pour aller plus avant dans sa pensée, à lire ses ouvrages, donc notamment Conduite à risque des jeux de mort aux jeux de vivre, aux presses universitaires de France, également le Que sais-je, donc sociologie du risque, mais il y a aussi d'autres thèmes qu'il a abordés comme le silence, la marche, et notamment des ouvrages comme Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, et aussi les chemins. Parce que je crois que Pascal Farge, la librairie Landru, on a aussi d'autres. Enfin bref, je vous invite bien sûr à aller voir tous les livres de David Le Breton. Bonsoir David Le Breton. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez bien sûr un micro pour la suite. Nous allons également recevoir donc Blaise Agresti en visioconférence, en direct du Colorado. Qui est un expert reconnu du secours en montagne et de la gestion des crises. Donc Blaise Agresti, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà très bien ici, c'est l'ancien commandant du PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Il a également dirigé le Centre national de formation des secouristes. Pendant 2 ans, il a aussi été directeur commercial monde de l'entreprise Petzl. Puis en 2007, il s'est lancé dans la création de Mountain Pass, qui est une école de management d'altitude. Et accessoirement, il est aussi guide de haute montagne. Et donc à travers son expérience du secours, il nous parlera du risque à travers son expérience du secours en montagne. Donc il abordera plus sur la question de son acceptation sociale et abordera ce sujet du risque, du bon et du mauvais risque. Donc bonsoir Blaise. Bonsoir à tous. Voilà. Et enfin, nous recevons aussi donc Vivien Bruchet. Vivien Bruchet, qui est donc guide de haute montagne à la Compagnie des guides de Chamonix, entraîneur de ski alpin au Club des sports d'Argentière et professeur à l'ENSA, donc au département ski. Et il est surtout célèbre pour ses performances en ski de pente raide, donc 50 nouveaux itinéraires dans le massif du Mont Blanc, des descentes marquantes comme celle du Nant Blanc à l'Aiguille Verte, de la Blanche de Peutret ou celle du Denali en Alaska. Alors évidemment, il en a beaucoup d'autres, puisqu'il a une longue carrière déjà à son actif, mais on citera peut-être les plus marquantes. On va d'ailleurs... donc bonsoir, Vivien. Bonsoir, merci. C'est bien et cool, il y a du monde. Ça fait plaisir. Surtout sur des sujets un peu intellectuels comme ça. Bon, là, il y a le risque, mais c'est pas toujours facile de motiver les chamoniards, donc on est heureux que vous soyez là. Et alors, donc, on va commencer avec d'ailleurs le film, un petit film que Vivien avait réalisé pour le journal L'Équipe. Et il nous dira ensuite quelques mots, nous parlera de sa pratique, de son rapport au risque, donc en tant que guide et également en tant qu'amateur, puisqu'évidemment, je pense que le rapport n'est pas le même, avant de laisser la parole à David Le Breton. Ensuite, on terminera par l'intervention de Blaise Agresti, puis nous aurons un temps d'échange durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions à tous les intervenants. Voilà.
À l'issue de cette soirée, vous pourrez donc également, bien sûr, vous procurer les ouvrages des intervenants. Je n'ai pas parlé de ceux de Blaise Agresti, qui a écrit 2 histoires du secours en montagne, donc un chez Guérin, qui va être peut-être bientôt réédité, et un autre chez Glénat, que la librairie Landru a également. Voilà. Et puis, bien sûr, on a notre petit stand de la petite université où vous pouvez vous procurer les programmes qu'on vient d'éditer pour la saison prochaine. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, on va commencer donc, par le film de Vivian Bruchet. Elles font partie de notre patrimoine, mais nous les connaissons si mal. Les Alpes. Plus vaste et plus haut massif d'Europe, les Alpes s'étendent sur 1200 km de long et 280 km de large. Les Alpes fascinent et intriguent. Elles régulent depuis toujours notre climat et influencent nos cultures. Vous allez voyager sur leurs plus beaux sommets dans les traces de 2 guides de haute montagne. Vivian Bruchet et Mathéo Jacquemou se sont donné un printemps pour gravir 6 voies emblématiques, 6 explorations en haute altitude et à ski, 6 histoires que nous vous racontons. Eh ben, je suis bien content de revoir ces images en fait. Effectivement, quand Juliette m'a parlé de la soirée, elle m'a dit écoute, ça serait bien qu'on présente un petit peu au moins ce que tu fais, ta pratique, dans quel environnement t'évolues, etc. Et je me suis dit tiens, franchement, je trouve que ça correspond pas mal en tous les cas au thème de la soirée parce qu'on aborde quand même un peu le thème du risque, du danger, et puis aussi pourquoi on fait ça, etc. Et donc en fait ce clip vidéo il a été tiré de toute une série qu'on a créée. Donc c'était tout un printemps, c'était le printemps 2018. J'étais avec Mathéo Jacquemou qui est également guide et puis qui a tout un palmarès, c'est un champion du monde de ski alpinisme et tout, extrêmement fort. Et on a passé tout le printemps ensemble, on va dire à rayonner sur les sommets iconiques des Alpes. Donc on a commencé par le Cervin, on a été au Grand Combin, on a été au Viso, on a été au Grand Joras, on a été, enfin j'en oublie certainement. Enfin bref, on a rayé 6 sommets iconiques des Alpes ensemble, et on avait carte blanche avec le journal L'Équipe. En fait, là vous voyez, c'est que nous. En fait, on filme que nous. Donc on filme avec nos caméras embarquées. Et en fait, l'idée c'était de faire un projet très immersif. De vous emmener avec nous, et aussi eux ils ont un regard de journaliste, donc aussi d'amener des informations en plus, c'est quoi une broche à glace, c'est quoi un sérac, et voilà, donc ce projet il est toujours en ligne, hein, vous pouvez toujours le retrouver, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes aussi. Donc ils nous ont vraiment créé une plateforme, donc pour nous c'est quand même absolument génial, hein, de pouvoir avoir l'occasion de partager notre passion à un grand public comme ça, et surtout d'avoir carte blanche. Au jour d'aujourd'hui, ça aurait été totalement différent si on aurait été dans cette phase-là avec l'idée de filmer avec toute une production, où là tu t'emmènes du monde avec toi et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en termes de mise en place. Et donc par rapport à, voilà, juste à ce printemps suspendu, mais à d'autres activités que tu fais régulièrement, en tout cas dans ta pratique d'amateur dans un premier temps, donc tu en parles un petit peu, mais du coup dans quel esprit tu te mets quand tu vas prendre ces risques-là? Quel rapport tu as au risque de façon en tout cas consciente? De quelle manière toi tu te le représentes? Bon, déjà, on en parle un petit peu dans le film. Je dis qu'on a l'impression de jouer parce que pour moi, on est constamment. Moi, je fais du ski par passion. Je fais du ski, je suis animé par quelque chose. Et aussi, je le dis, je parle de beaucoup de conscience par rapport au risque et par rapport au danger, et d'une manière professionnelle. Et en fait, ce que j'entends par professionnel, c'est que en fait, on prépare énormément nos sorties, on prépare énormément nos itinéraires. Et je suis convaincu que dans ce rôle de la préparation, en fait, j'arrive au maximum à visualiser les portions qui sont délicates, etc. Et du coup, à minimiser le risque. Et donc, en fait, c'est ça, on est constamment en train de jouer dans
dans un élément qui est la haute montagne, et on le voit clairement dans ces images. C'est quoi la haute montagne ? C'est vraiment c'est ces grandes immensités glaciaires, c'est ces séracs, c'est ces crevasses, c'est la verticalité. Moi, je suis né, j'ai grandi à Chamonix, j'ai toujours été baigné dans la verticalité de Chamonix. Actuellement, j'habite Valorcine, c'est différent, j'ai pas la même vue. Et tout à l'heure, je me promenais ne serait-ce que dans Cham, et c'est vrai que quand tu es vraiment là, tu regardes les montagnes, elles sont vraiment, vraiment présentes, quoi. Et ce qu'on voit, c'est ça, c'est ces glaciers. C'est ces glaciers, c'est la neige éternelle, c'est... Donc, tu vas chercher aussi la beauté, quelque chose d'un peu charnel à l'élément, au-delà du risque en lui-même. Ah oui, il y a une grosse recherche d'esthétique. Et moi je fais pas du tout du ski, et pareil, je le dis aussi dans le film, je fais pas du tout du ski pour aller chercher la mort, me confronter à me sentir vivant parce que j'affronte quelque chose. J'ai pas du tout le sentiment d'affronter quelque chose, j'ai plutôt le sentiment d'être tout petit, minuscule, à me promener et à essayer de trouver un chemin. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver un chemin. C'est l'idée de... et ça, en côtoyant, j'ai côtoyé des années un Kylian Jornet, et qui me disait trouver son chemin pour trouver ta vie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est un peu cette manière-là, cette manière de lire la montagne, d'essayer de lire le terrain pour effectivement trouver ton chemin en minimisant les risques et en faisant durer le plaisir jusqu'à 70 ans. C'est l'idée. Je serai là dans 40 ans. Hein. Ne vous inquiétez pas. On l'espère. Donc alors, je ne sais pas pour David Le Breton si Vivien Bruchet est un cas d'école. Je vais faire une thérapie en fait. Est-il vraiment conscient des mécanismes à l'œuvre dans sa pratique ou pas Voilà, il parle d'esthétique, de chercher son chemin. La question de la recherche de la mort n'est pas au cœur de sa pratique. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière tout ça dont on n'est pas tous conscients, lui, nous tous, auquel on pourrait réfléchir? D'abord, je dirais que nul d'entre nous n'est conscient tout à fait de ce qu'il fait. Hein. On a quand même, depuis le début du XXe siècle, la psychanalyse qui nous a montré qu'il y avait en nous un abîme. Et en tous les cas, s'agissant de ces pratiques dites à risque, il y a toujours de l'ambivalence, hein, toujours. Et les premières fois où je suis venu, d'ailleurs, à Chamonix, c'était en 90. C'est à l'occasion de la parution de mon livre, l'un de mes premiers livres, qui s'appelait Passion du risque. Et je revois d'ailleurs un certain nombre de... J'ai dans ma mémoire un certain nombre de visages qui me sont restés, notamment une jeune libraire qui venait de s'installer, dont j'ai perdu la trace évidemment. Il y avait Françoise Lux, l'ethnologue, qui était une amie de l'époque. Et qui est là. J'ai pas vu Françoise. Alors je ne sais pas. Je crois l'avoir vue. Hein. D'accord. Alors vraiment, un grand salut à Françoise que j'aime énormément et dont le travail continue à m'inspirer d'ailleurs. Il y avait Bernard Prudhomme. Il est là également. Ah bon, vraiment, c'est extraordinaire. Je ne les ai pas vus depuis tellement longtemps. Bernard Ami. Ça, je ne sais pas. Ok, voilà. Non, oui, donc c'était... En fait, si j'évoquais ces souvenirs, c'était pour je me souviens d'un certain nombre de débats que j'ai eus à l'époque avec un certain nombre de ces hommes et de ces femmes qu'on appelait de la nouvelle montagne ou des nouveaux aventuriers ou des aventuriers de l'extrême, etc., qui étaient souvent des garçons qui me disaient « Mais moi, je ne prends aucun risque, je contrôle », des adeptes du ski, du parachute... Wingsuit, Oui. Du base jump? Non, de base jump plutôt, voilà. Et donc des garçons ou des filles qui me disaient je contrôle absolument tout ce que je fais, ce que vous dites sur leurs délices, vous exagérez, etc. Bon, mais malheureusement, parfois, quelques mois ou quelques années plus tard, j'apprenais leur décès, et voilà. Bon, tout ça pour dire que de toute façon, on est toujours dans l'ambivalence, quoi. Dans tous les choix qu'on fait, c'est un peu d'ailleurs le thème de mon exposé. On n'est pas dans une conscience cartésienne, dans une transparence de nos actes. Il y a une part de nous qui nous échappe. Alors bien sûr, on peut être dans ces pratiques de la haute montagne pour la jubilation, avec le sentiment que tout va bien. D'autres le sont, et ça m'avait frappé quand même dans un certain nombre de débats que j'avais eus à l'époque. D'autres se lancent dans ces activités-là parce qu'ils ont des choses à réparer. Ils sont sur un fil du rasoir dans leur vie personnelle, et à travers cette surenchère dans le risque, ils essaient de contrôler dans leur
existence quelque chose finalement qui leur échappe. Voilà. D'autres, c'est un peu comme le tatouage, comme on dit, les gens qui se tatouent, c'est qu'ils ont des problèmes, c'est évidemment complètement débile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre d'hommes ou de femmes qui se tatouent parce qu'ils veulent se reconstruire, parce qu'ils veulent changer de peau, etc. Donc je pense que donc on ne peut pas parler de façon trop généraliste de la montagne, enfin de ces activités de haute montagne. Certaines sont faites effectivement dans l'apaisement, dans la tranquillité, avec des prises de risques malgré tout importantes. D'autres sont faites plutôt dans une espèce de clinique intime, on pourrait dire, dans une volonté de reconquérir une existence qui échappe. Voilà. Et ce sont évidemment ces garçons ou ces filles qui vont prendre le plus de risques, parce que c'est eux qui vont dire « sky is the limit ». Il faut toujours que je repousse plus loin encore, jusqu'au moment où ça casse, parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Et il y a eu quand même, dans ces années-là, d'ailleurs fin des années 80, début des années 90, il y a eu beaucoup de mortalité dans ces activités dites extrêmes. Et c'est en cela d'ailleurs qu'elle me passionnait aussi, en tant qu'anthropologue. Alors, là, notamment, il y a une partie de votre travail qui m'intéresse particulièrement. Enfin, il y en a plusieurs, bien sûr, mais c'est est-ce qu'on a quelque chose qui est vraiment un phénomène de la modernité, ou est-ce que quel est le lien entre l'évolution de la société et le développement de ces pratiques chez les individus de façon un peu généraliste, au-delà évidemment de toutes les particularités des individus? Alors, pour moi, il s'est joué autour des années 80 une cristallisation autour de deux phénomènes qui continuent quand même à hanter nos sociétés et qui m'avaient amené à l'écriture de Passion du risque. Oui, c'était d'une part, et le terme conduite à risque d'ailleurs s'applique davantage aux adolescents. C'est une notion qu'on applique assez peu aux activités physiques et sportives dites à risque, etc. 80, c'est le moment du décrochage des conduites à risque de nos jeunes. Moi, ça m'avait frappé. J'avais moi-même eu une adolescence et une jeunesse assez chaotique, disons. Mais à partir de ces années 80, on voit que toutes les statistiques de la santé publique en termes de mal de vivre adolescent s'envolent. C'est l'amorce des troubles alimentaires, de la vitesse sur les routes, de la toxicomanie, de l'alcoolisation, enfin bon, tout ce qu'on appelle de manière plus générale les conduites à risque. Et puis plus on avance dans le temps, jusqu'à aujourd'hui par exemple, et plus ça monte. C'est-à-dire plus il est difficile aujourd'hui d'être un jeune, de trouver un sens à sa vie, pour tout un tas de raisons sociologiques, crise de la transmission, incertitude de l'avenir de nos sociétés contemporaines occidentales, tout un tas de choses comme ça. Donc, alors c'était ça mon point d'ancrage. C'était essayer de comprendre ce que j'avais pu vivre moi quand j'étais plus jeune, mais dans des villes comme Le Mans, Tours. Donc, pas du tout connu la haute montagne. C'était pas du tout les activités physiques et sportives qui étaient. C'était plutôt pour ma part se mettre en danger, voilà, jouer avec sa vie, mais plutôt du côté des tentatives de suicide, du côté d'autres choses, bon, des défis, etc. qui sont voilà. Donc je voulais comprendre d'un point de vue anthropologique, pourquoi en toute connaissance de cause, quand on a 15-16 ans, 20 ans, on peut se mettre comme ça en danger à travers le refus de manger dans l'anorexie ou jouer avec ces tentatives de suicide qui sont toujours à l'adolescence des tentatives de vivre. Il ne faut pas se tromper, bien entendu. C'est ça, c'est que va-t-on chercher dans ce type d'activité ou de comportement ? Voilà. De quoi l'individu a besoin quand il part dans ces activités ? Alors, s'agissant des conduites à risque de nos jeunes, il s'agissait évidemment de solliciter symboliquement la mort pour donner un sens à sa vie, dans des formes qui côtoient l'ordélie. C'est-à-dire qu'en gros, le lien social ne les a pas convaincus que leur vie valait la peine, qu'ils avaient leur place dans le monde. Donc, ils interrogent un signifiant majeur, on pourrait dire la mort, en se mettant à l'épreuve, en se mettant en danger. Et s'ils survivent, ils éprouvent un sentiment de renaissance, un sentiment de puissance, le sentiment finalement d'avoir su regarder la mort dans les yeux et de revenir. Ce qui fait que beaucoup de nos adolescents, d'ailleurs, après une première tentative de suicide ou après avoir roulé comme des fous dans les montagnes ou ailleurs, finalement s'arrêtent parce qu'ils ont compris qu'ils tenaient quand même leur vie en main.
quoi. Ils n'étaient plus dans un chaos, d'un monde qui leur échappait complètement. Donc je reviens à ces années 80 et à mon livre Passion du risque. D'un côté, il y avait, et on cherchait d'ailleurs quand même encore des mots pour dire conduite à risque. Quand j'écrivais Passion du risque, je me souviens que la notion de conduite à risque n'était absolument pas évidente. Je me demandais comment nommer ces comportements de nos ados. Est-ce que je les appelais conduite de risque, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, ou conduite à risque? Ce qui montre qu'on était à l'amorce d'un phénomène sociologique majeur de ce mal de vivre adolescent. En même temps, dans ces années 80, on est dans l'amorce des émissions de Philippe de Dieuleveux, c'est Nicolas Hulot avec Ushuaïa, des émissions qui bouleversent la France entière, qui fascinent la France entière, pas seulement la France d'ailleurs, c'est un phénomène assez global à l'époque. Et puis c'est l'amorce de ce qu'on a appelé les nouveaux aventuriers, entre guillemets, pour caricaturer un peu le fait qu'on était désormais, on n'est plus chez Jack London, ou au début du XXe siècle. On avait affaire à des hommes, ou plus rarement à des femmes, qui allaient affronter qui devenaient des entrepreneurs du risque d'une certaine manière, qui cherchaient dans un coin du monde des dangers majeurs pour aller les affronter sous le regard, avec des sponsors, sous le regard des caméras, etc., etc. Et pour un grand voyageur comme moi, ce qui me troublait, par exemple, en allant plusieurs fois au Népal, c'était de voir la détérioration du lien social au Népal avec tous ces gamins qui venaient de mendier et à qui beaucoup d'Occidentaux jetaient des pièces pour les voir se battre, etc. Bon, donc, je me disais, comment se fait-il que dans nos sociétés occidentales, on aille titiller la mort dans les pays qui sont les plus pauvres du monde et qu'en même temps que la situation dans ces pays-là, le Népal par exemple, absolument rien ne change pour les enfants, etc. Bon, donc j'avais quand même un sursaut moral à l'époque, mais bon, je suis resté anthropologue, je suis pas moraliste, mais donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, là aussi, en toute connaissance de cause, mais sur un registre complètement différent, il y avait cette nécessité intérieure pour beaucoup d'Occidentaux d'aller jouer avec leur existence sur les sommets himalayens ou entreprendre sur les traces d'eux. C'était sur les traces d'aventuriers en Amazonie ou ailleurs. Bon, mais sur les traces d'eux, évidemment, on était un peu chez Jean Baudrillard, le simulacre, la répétition des choses. Bon, enfin, je ne dirais pas plus, mais bon, j'avais quand même un regard un peu critique autour de tout ça. Mais il y avait, de la même manière que pour les conduites à risque de nos jeunes, chez ces sportifs de l'extrême, entre guillemets, il y avait cette volonté de titiller la mort, de jouer avec les limites pour intensifier son existence. Et ça, Vivian l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une intensité d'être quand on est dans ces activités-là, quand on les a choisis, parce que là, nos adolescents sont plutôt dans une nécessité intérieure. On ne devient pas anorexique pour vivre les émotions de l'anorexie. Il y a quelque chose qui s'impose à soi. Voilà. Donc là aussi, on n'est pas du tout chez Descartes. On est dans quelque chose de beaucoup plus ambivalent, mais qui fait partie aussi de notre condition humaine. Voilà. Donc la recherche de l'intensité d'être, la recherche aussi de la sacralité qui m'a paru très, très présent aussi dans l'entreprise de Vivian. Ce que j'appelle sacré, c'est pas du tout le religieux. Hein. Dans une vieille tradition sociologique française qui renvoie à Roger Caillois, à Georges Bataille, à d'autres, Michel Léris, etc. On oppose le sacré qui touche la vie quotidienne au religieux qui est davantage réglementé par un clergé, par des textes sacrés, par des cérémonies, etc. En fait, le sacré, c'est ce qui relève du quotidien. Il y a un très beau texte de Michel Léris qui s'appelle « Le sacré dans la vie quotidienne ». On pourrait dire c'est un grand sociologue, un grand ethnologue qui parle, mais il parle de quoi? De la maison de son enfance, etc. C'est ça le sacré pour chacun de nous. C'est-à-dire on a des activités qui nous arrachent à nous-mêmes, qui nous donnent le sentiment de posséder notre existence entre nos mains.
se dit, c'est la plus belle version de moi, elle est là, sur les parois, elle est dans ses descentes de ski, ou pour d'autres, pour des marcheurs, ça va être d'accéder à un point après 7 ou 8 heures de marche, avec l'impression que le génie des lieux lui tend les bras, etc. Bon, il y a ce sentiment d'être passionnément vivant, et je crois que Vivian aussi on a parlé, le sentiment d'être passionnément vivant, d'être arraché aux routines, entre guillemets, de la vie quotidienne, donc en accédant à des formes de transcendance, mais de transcendance intime. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup de gens qui regardent ces images-là, elles sont plutôt, elles suscitent l'effroi, la peur, l'idée que c'est aberrant de faire des trucs comme ça, voilà. Et c'est ça aussi le sacré. Ce qui est merveilleux pour l'un peut être absolument grotesque ou dérisoire pour un autre, ou susciter plutôt l'effroi. Mais l'effroi d'ailleurs étant une autre forme du sacré, mais sous une version beaucoup plus nocturne, beaucoup plus dure, voilà. Voilà, donc dans ce livre, j'ai essayé de montrer cette espèce de convergence paradoxale d'une société qui disait d'un côté « prenez des risques, regardez comme c'est formidable avec Nicolas Hulot de vivre des trucs incroyables », et d'un autre côté, je voyais les instances de la santé publique, les parents, les psychiatres, les médecins qui essayaient de contrôler, de prévenir le mal de vivre de nos adolescents qui se livraient à des épreuves personnelles qui étaient souvent mortels ou qui hypothéquaient en tous les cas leur scolarité et leur avenir. Voilà, donc j'ai essayé de comprendre tout ça, ces jeux ambigus, ambivalents avec la mort, et en même temps, je sais bien aussi l'identification de beaucoup de nos contemporains à ces sportifs. Voilà, je me rappellerai toujours d'un débat que j'avais eu à Tours, où je vivais encore à l'époque, avec des lycéens. J'avais été invité par le prof, et puis j'avais parlé de Gérard Deboville. Gérard Deboville, on est bien dans les années 80. Voilà, un type qui traverse l'Atlantique à la rame et puis qui suscite l'émoi d'une immense partie des Français. Bon, bref. Et donc je débat avec les élèves de terminale. Et puis dans la parole, je peux être plus critique évidemment que quand j'écris. Il y a des codes d'écriture évidemment dans les sciences humaines et sociales. On n'est pas là pour juger, mais en revanche, des fois, quand je parle, je peux donner un petit peu mon point de vue. Donc j'étais un petit peu critique envers la démarche de Gérard Deboville, tout en disant que c'est sûrement quelqu'un de très bien, c'était pas la question. Mais en tous les cas, cette hyper-valorisation, je disais qu'elle me troublait. On était en pleine guerre en ex-Yougoslavie à l'époque, et je disais, pour ma part, j'étais quand même un peu choqué de voir tous les jours les 5 minutes dédiées aux actualités télévisées à Gérard Deboville pour savoir s'il était en forme ou s'il était. Et puis voilà, alors de l'autre côté, en Europe, à quelques pas de chez nous, on était en train de se massacrer pour des raisons ethniques, etc. Et je me rappellerai toujours d'une étudiante, d'une lycéenne qui a levé la main et qui m'a dit « Mais monsieur, Gérard Deboville, c'est quand même un héros ». Voilà. Et soudain, j'ai pris conscience que j'étais en train d'arracher à ces jeunes une de leurs raisons de vivre, presque. La guerre en ex-Yougoslavie, ils s'en foutaient totalement, évidemment, mais par contre, il y avait cette aspiration, ce rêve d'un type qui fait quelque chose qui les surprend. Et après, j'ai lu évidemment les textes de Deboville, et j'ai été surpris de lire dans son livre qui s'appelle paradoxalement Seul, ce qui m'avait aussi choqué, parce qu'on avait été des dizaines de millions à suivre quasi quotidiennement son avancée sur l'Atlantique. Mais par contre, il y a un moment sociologiquement très, très fort, d'une certaine manière. Il explique que énormément de gens lui ont écrit après son arrivée, pour lui dire merci Gérard Deboville, parce que grâce à vous, j'étais prisonnier, j'étais détenu, et mon incarcération me pesait terriblement, mais quand je vous voyais à la télévision, je me disais, lui, il est capable de tenir, moi, il faut que je tienne aussi. Et Gérard Deboville parlait de milliers de lettres qu'il avait reçues comme ça, de gens qui se battaient contre un cancer, qui se battaient contre le chômage,
contre un deuil qui ne se faisait pas, des détenus, etc. Je me suis rendu compte évidemment que par procuration, en quelque sorte, énormément d'hommes ou de femmes réussissent à tenir le coup grâce à ces actions donc de sport extrême, entre guillemets, ou autres, voilà, qui deviennent des ressources de sens pour affronter l'adversité. Mais ça fait partie évidemment de la complexité de la condition humaine, parce qu'il y a aussi un certain nombre de problèmes sociologiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec le fait d'aller titiller la mort dans les pays les plus pauvres du monde, là où les gens se battent au quotidien pour ne pas mourir de faim, et arriver avec des centaines de milliers d'euros avec des télévisions pour être filmés. Voilà, les migrants ou les réfugiés d'aujourd'hui qui risquent la mort 10 fois par jour, évidemment, ne font absolument pas une gloire de l'affronter. Pour eux, le risque est absolument une tragédie dont ils voudraient désespérément ou passionnément plutôt échapper, évidemment. Donc, il en va finalement du risque un petit peu comme de la marche aujourd'hui. Hein. La marche, pendant longtemps, dans nos sociétés, a été plutôt une contrainte. Elle le demeure d'ailleurs pour les réfugiés, les migrants, pour les personnes sans abri, hein, qui doivent tous les jours marcher, et notamment les femmes, hein, qui ne peuvent pas dormir n'importe où dans les rues sous peine d'être agressées. Donc, beaucoup de femmes à la rue marchent toute la nuit pour être sûres de rester saines et sauves. Donc la marche qui était une contrainte, qui était le fait des pauvres, des paysans, etc., est devenue, à partir du début de la fin des années 80, du début des années 90, aussi un loisir. Et plus on avance dans le temps, vous voyez, plus la marche devient un loisir absolument mondial. Voilà. Bon. Il en va un peu donc du risque. Le risque que nos sociétés ont combattu pendant très très longtemps a été à peu près neutralisé. On vit, en tous les cas, dans nos sociétés européennes, on vit dans des conditions de sécurité qui sont absolument inouïes. Il suffit d'être un grand voyageur pour savoir que ce serait pas, si on était brésilien ou colombien ou mexicain ou dans d'autres pays d'Asie, c'est quand même pas si simple déjà de ne pas mourir de faim. Dans certains quartiers de beaucoup de villes brésiliennes où les narcotrafiquants au Mexique ou ailleurs, faire gaffe aux balles perdues et aux règlements de compte, et il ne faut pas se trouver dans ces moments-là. En Europe, on vit dans des conditions de sécurité relative. On a gagné une longévité absolument considérable. C'est vrai que depuis depuis 1 an et demi, on est confronté à une pandémie qui a bouleversé complètement la donne de nos sociétés, même dans le monde entier, quoi, puisque là, du coup, la mort, le danger, a totalement redéfini en quelque sorte notre rapport au monde. Mais globalement, le risque était devenu un loisir. À partir de ces années-là, de ces années 80, 90, on n'est plus dans le contexte des aventuriers du début du 20e, enfin des aventuriers antérieurs. Une anecdote, par exemple, moi qui m'a toujours troublé, quand j'ai lu Christophe Colomb, qui traverse l'Atlantique sur ses caravelles, qui étaient des bateaux extrêmement lourds. Beaucoup de ces bateaux coulaient en cours de route, et Christophe Colomb, dans son journal, raconte une tempête qui vraiment met en péril tout l'équipage, et réussissent à traverser cette tempête. Qu'advient-il ? Dans le monde d'aujourd'hui, on se serait dit, on est des marins fantastiques, on a réussi. Là, ils ont réussi à affronter la tempête, ils s'agenouillent tous sur le pont, et Christophe Colomb dit, et nous remerciâmes Dieu de nous avoir épargnés. À aucun moment, il y a le sentiment d'avoir été à la hauteur, d'avoir été des marins prodigieux, etc. Donc, pendant longtemps, le risque n'avait aucune valeur sociale. Et, voilà. Et donc, je m'embrouille un petit peu dans ce que je veux dire, je m'en excuse. Non, mais il est devenu, en tous les cas, un loisir à partir des années 90. Et il est aussi devenu... Quel est le profil sociologique ? C'est pas le plus intéressant, mais en tous les cas, il faut quand même l'évoquer. Quel est le profil sociologique de ces hommes qui sont dans les pratiques physiques et dites à risque ? D'abord, ce sont des classes moyennes ou privilégiées.
Il est clair que si on est ouvrier, si on est paysan, on n'a guère le temps d'aller titiller le danger, parce que d'abord, il est souvent présent dans la vie quotidienne, dans bon nombre de métiers. Je vous rappelle le taux de mortalité, par exemple, des ouvriers du bâtiment, qui est absolument considérable, donc ils ne vont pas aller s'amuser à escalader les monts, où il y aura forcément des exceptions. Le monde est fait aussi de beaucoup d'exceptions, mais en tous les cas, sociologiquement, on en verra extrêmement peu, on verra très peu de chômeurs, on verra très peu d'ouvriers, on verra encore moins d'anciens réfugiés ou des migrants, etc. Bon. Donc il faut être inscrit dans des formes de routine, entre guillemets, de sa vie personnelle. Il faut avoir le sentiment d'une espèce de banalisation, entre guillemets, de sa vie quotidienne, le sentiment qu'il manque quelque chose, il n'y a pas d'évasion, etc. Donc on va, à travers ces activités physiques et sportives dites à risque, on va essayer de retrouver cette intensité d'être qui manque dans une vie quotidienne beaucoup trop sécurisée, où on a la sécurité de l'emploi, on a sa famille, on a ses enfants, etc. Bon, donc voilà, on va des espèces d'échappées belles en quelque sorte, de quelques heures, de quelques jours, de quelques mois, et qui font ce va-et-vient voilà, il faut éprouver cette intensité d'être pour pouvoir revenir pendant un bon moment dans sa vie quotidienne apaisée. C'est ce que mes recherches avaient aussi montré, mais bon, j'ai lu beaucoup de travaux, notamment nord-américains ou autres, qui retrouvent exactement le même profil chez les montagnards, par exemple, américains, ou voilà, des hommes ou des hommes, majoritairement, qui donc sont dans une certaine tranquillité économique et autres. Il y a beaucoup moins de femmes, et ça c'est aussi un fait sociologique. La question du genre, elle frappe de plein fouet les activités physiques et sportives dites à risque. C'est parce qu'on n'est pas... Non pas parce qu'il y aurait une nature du masculin qui inclinerait les hommes à prendre davantage de risques et les femmes à être plus routinières et s'occuper davantage des enfants, si j'ose dire. Non, c'est évidemment nos socialisations quand on est petit, tout un tas d'influences qui pèsent sur nous et qui font qu'en tant que garçon, on va avoir tendance à relever les défis. Vous mettez des petits garçons et des petites filles. Il y a des tas de travaux qui ont été faits là-dessus, dans travaux de Boris Cyrulnik et autres. Vous mettez 3-4 garçons dans un coin et 3-4 filles dans un autre. Vous allez voir que les garçons vont se défier les uns et les autres pour savoir à la limite qui pisse le plus loin. Et ils vont être en rivalité permanente. Les filles vont se mettre ensemble pour essayer de faire des jeux. Donc voilà, on voit l'amorce d'une socialisation qui va se poursuivre dans une bonne partie de notre existence et qui font que majoritairement, dans l'immense majorité, donc dans ces activités d'aventurières, dans ces activités d'aventure ou de sport extrême, on aura beaucoup moins de filles que de garçons. Pour une Sarah Marquis, par exemple, dans la marche, vous allez trouver, je sais pas, des centaines de marcheurs de l'extrême ou des gens un peu caricaturaux à la manière de Mike Horn qui vont nous montrer sa virilité à chaque page de tout ce qu'il écrit, quoi. Donc il y a cette dimension du genre qui est aussi une donnée qu'on retrouve dans tous les travaux sur les activités. Oui, et la dimension culturelle. Donc là, on revient peut-être aussi à la question des guides ou dans une vallée comme ici, au-delà du genre, même s'il y a effectivement une marque très forte aussi genrée ici. Mais quelle est l'influence d'une culture aussi en ça, où le risque peut-être est banalisé par la culture, ou je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que il y a une forme d'habitude, de culture qui modifie la représentation du risque des personnes qui vivent dans cette ère culturelle particulière ? Oui, c'est évident. Je pense que si on grandit en Bretagne, en Côte d'Armor ou ailleurs, on aura peut-être une immense fascination de la mer. Et si on est un adolescent mal dans sa peau, par exemple, on se plongera on fera de la plongée sous-marine, on fera des dériveurs quand on est petit, puis après des bateaux plus importants. Je crois que moi j'y ai souvent pensé d'ailleurs. Je me suis souvent dit, si j'avais grandi à Chamonix ou ailleurs, pour essayer de
de contrôler le mal de vivre que j'éprouvais, je me serais certainement lancé sur les parois, j'aurais fait du ski extrême, du base jumping, etc. Parce que ça aurait été ma manière finalement d'apprivoiser cette espèce de négativité, en tous les cas, que je sentais en moi, ce jeu de mort permanent qui m'habitait à l'époque. Mais je l'ai dit, j'ai grandi au Mans, dans une ville ouvrière où il y avait vraiment guerre de transcendance. À Tours, j'ai pas été vraiment touché par la douceur de vivre, même si je trouvais la Loire merveilleuse. Mais bon, voilà. Mais je pense effectivement, là, la culture, elle jouera aussi par une certaine proximité géographique. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que des gens de Lyon ou peut-être des Tourangeaux, je sais pas, il y a peut-être des grands alpinistes tourangeaux ou Poitevin ou je sais pas quoi, qui à un moment donné dans leur vie se sont dit ma vie c'est la montagne, j'en ai jamais vu mais j'y vais, etc. En tous les cas, ça n'a pas du tout été mon cas. Je pense que quand même quand on grandit à Chamonix ou dans la vallée, on a envie un jour d'aller escalader les sommets, ça me paraît une évidence. Mais si on est breton, on ira aussi, ce sera la mer, et si on est ailleurs, ce sera autre chose. Là, moi, je sais que, par exemple, sur tout ce que vous êtes en train de dire, moi, je sais que ma pratique, je la fais pas du tout parce que je dois prouver quelque chose ou parce que j'ai eu une enfance difficile ou etc. Je fuis rien du tout. Justement, je trouve que c'est une formidable source d'inspiration d'aller en montagne. Moi, ça devient presque artistique dans l'approche. Il y a une forme, c'est une forme aussi de création. On a l'opportunité de créer, on a l'opportunité de dessiner des choses, on a l'opportunité de rêver. Et je pense que c'est ça qu'il y a d'intéressant et on va dire le côté positif des conduites à risque. D'ailleurs, il ne faudrait pas parler de conduite à risque s'agissant de la montagne. Ce sont des pratiques dites, et je dis toujours dites à risque, parce qu'effectivement, quelqu'un comme vous contrôlez votre activité, vous savez jusqu'où vous pouvez aller, trop loin manifestement. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tous, évidemment. Conduite à risque, à mon avis, devrait rester davantage du côté des ados, et encore que ce soit... Alors comment on pourrait appeler ça ce genre d'activité où justement il y a de la même manière que dans les conduites à risque adolescents peut-être une façon aussi de se frotter à la mort, mais c'est pas exactement la même chose puisque les profils sociologiques sont différents. Comment on pourrait appeler ça ? Moi, je les appelle des pratiques physiques et sportives dites à risque, pour bien montrer que sans doute certains sont, et c'est sans doute ce dont nous parlera Blaise, c'est-à-dire il y a des gens qui sont dans une incompétence absolument royale et qui partent sur les sentiers en hiver avec des baskets ou avec un gamin sur le dos, etc. Bon. Et c'est même des thérapies pour certains. Moi, j'ai été vraiment marqué par un sujet il y a peu de temps là, sur France Télévisions, sur quelqu'un qui était vraiment un Suisse, un marcheur suisse qui avait des gros problèmes où il bougeait extrêmement, etc. Et la marche, le fait d'aller marcher sur les sentiers, etc., de faire des longues marches, c'était la manière pour lui de se poser. Et moi, je trouve ça forcément très très beau. Moi, des fois, je peux dire à ma compagne, par exemple, pour aller grimper et tout, je lui dis, mais c'est un super médicament, l'escalade. C'est un super médicament. Pourquoi ? Parce que l'escalade te permet de vivre le moment présent. Donc, en fait, pour moi, le plus gros des mal-être, c'est de se retrouver chez soi à s'envoyer des pilules. Ouais, là, je trouverais ça hyper dommage. Ou alors la drogue, justement. Ouais, ça, je trouve ça dommage. Par contre, d'aller dehors, d'aller toucher du caillou, d'aller entendre les rivières qui coulent, ça je trouve ça dément. Donc forcément... moi, je suis plutôt clairement dans le côté. Et tout à l'heure, c'était rigolo. Je lisais des trucs sur Frise en Roche. Je voyais le versant soleil. Voilà, moi, je suis plutôt sur le versant soleil de ces conduites à risque que dans la face nord des Joras. Hein. Est-ce que tu en côtoies des gens qui seraient plutôt du côté obscur ? Oui. Moi, il y a des attitudes qui m'ont profondément marqué avec des compagnons de cordée avec qui j'ai pu skier, qui n'avaient pas du tout la même... qui avaient d'une part pas le même vécu, donc pas la même enfance, on n'avait pas du tout les mêmes repères, et aussi pas du tout la même motivation profonde. Moi, je l'ai dit, ma motivation, elle est de créer, elle est de partager, elle est de transmettre, et elle est aucunement de prouver.
Et j'ai pu skier avec un copain qui était plus dans le fait de prouver et là ça me marquait. Et par contre, ce que je trouve dément, c'est qu'au fur et à mesure de sa pratique et au fur et à mesure qu'on skie ensemble, parce qu'on continue à faire des sorties ensemble, sa pratique a clairement changé. Et voilà, comme quoi on évolue. Tu as une bonne influence. J'espère. Non, je sais pas, mais c'est une histoire de cordée, ce qu'on vit en montagne quand même. Et on le voyait aussi tout à l'heure dans le petit film et tout. On est toujours dans l'échange, énormément dans l'échange. On est dans l'observation, on va se regarder, on va aussi identifier. Bon, t'identifies les dangers qu'il peut y avoir sur la montagne, mais la principale chose, elle vient de l'humain. Donc quelque part, on se regarde, on s'écoute. Tiens, il est dans le dur. Ah tiens, il est bien. Moi, je sors des séracs. Ah ouais, ça m'a refroidi. Hein. J'avais envie de faire demi-tour à ce moment-là. J'étais, vas-y, on rentre à la maison. On va boire des chocolats chauds, quoi. Mais au final, non, en échangeant dans cette histoire de cordée, ça t'amène à avancer, à aller plus loin. Et ce coup-là, par exemple, on n'a pas été forcément au sommet, on s'est arrêté plus bas, mais pour nous, c'était parfait. Parce qu'encore une fois, on n'avait rien à prouver, on n'avait pas le poids non plus des médias, etc., à se dire il faut ramener des images et tout. Donc ça, c'est très très important. Je pense qu'aujourd'hui, dans les conduites à risque, il y a une chose qui arrive très très forte, et surtout pour les nouvelles générations, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est absolument incroyable la puissance que ça peut avoir dans la prise de décision, dans le fait de qu'est-ce que tu veux montrer, comment tu veux être, ma vie rêvée d'Instagram. C'est ça les choses. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc, prendre beaucoup de recul par rapport à ça, du recul par rapport à sa pratique, et puis surtout, faire les choses pour les bonnes raisons. C'est comme ça que je peux le ressentir, moi. Tant mieux, c'est bien. Alors, il y a aussi l'aspect plus positif du risque, peut-être, dont nous parlera Blaise Agresti. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On continuera les échanges peut-être après. Vous aviez quelque chose à ajouter avant qu'on laisse... Oui, je pense que le plus grand risque dans la vie, c'est quand même de rester assis sur ses positions, de ne jamais prendre de risques, parce que il faut vivre avec une volonté de chance, avec une volonté de se remettre en question. Sinon, on est pris dans la banalisation du monde, dans une sécurité qui étouffe absolument toutes les ressources qu'on pourrait avoir. Il est clair que quand on est dans une situation difficile, on se redécouvre complètement. Et c'est là où on est dans cette intensité d'être qu'on n'aurait jamais pensé vivre un jour. Donc il faut savoir prendre des risques. Et bon, j'ai pas fait mon exposé, mais j'aurais commencé par dire que le risque est inhérent à la condition humaine, que tout choix est une prise de risque, que tout choix, le fait de faire des études plutôt qu'une autre, de vivre dans une ville plutôt qu'une autre, le fait d'entamer une relation amoureuse ou pas. Et j'aime beaucoup Charles Péguy qui disait que le plus grand risque dans la vie, au début du XXe siècle, c'était de faire un enfant, de mettre un enfant au monde, parce qu'on en prend pour toute sa vie et de manière relativement inéluctable. Donc voilà, vivre, c'est assumer des risques en permanence, et ça fait partie de la vie. La sécurité est étouffante et elle est nécessaire évidemment dans un contexte pandémique. Je ne suis absolument pas en train de faire une critique à cet égard. Mais en tous les cas, il faut savoir se mettre en question, prendre des décisions qui sont difficiles. D'autant plus, je vous raconte une anecdote que je trouve magnifique, que j'emprunte à Jean Grenier, qui a été le professeur d'Albert Camus à Alger. Et c'est une histoire taoïste qui montre justement qu'on ne sait jamais très bien sur quel pied danser. C'est l'histoire d'un vieil homme dans une vallée perdue de Chine qui un jour perd son cheval. Les voisins viennent voir l'homme et lui disent « Mon pauvre, quel malheur, tu as perdu ton cheval, etc. » Et l'homme leur répond « Mais comment savez-vous que c'est un malheur ?» Et en effet, quelques jours plus tard, voilà le cheval qui revient avec des chevaux sauvages qu'il a rencontrés en cours de route. Les voisins arrivent et disent « Mais tu as une chance, c'est formidable la chance qui est la tienne, maintenant te voilà quasiment riche. » Et le vieil homme dit « Mais comment savez-vous que c'est une chance ?»
Et en effet, dans les jours qui suivent, le fils, qui a essayé de dompter les chevaux, a été jeté à bas et il s'est cassé la jambe. Les voisins arrivent, pauvre, malheureux, ton fils maintenant ne va plus pouvoir t'aider autant qu'avant. Et l'homme leur répond, mais comment savez-vous que c'est un malheur ? Et en effet, dans l'empire chinois de l'époque, une guerre est déclarée et tous les jeunes de tous les villages de Chine sont mobilisés, sauf évidemment le fils de ce vieil homme. Oui, on pourrait comme ça continuer pendant très 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 longtemps parce que ce sont uniquement les circonstances qui définissent si un choix est bon ou pas, si un événement est heureux ou malheureux. Ce qui fait le bonheur d'un moment peut faire le malheur d'un autre et inversement, le malheur d'un moment peut faire le bonheur d'un autre, etc. Et une histoire juive d'ailleurs. Vous connaissez le moyen infaillible de faire rire Dieu, racontez-lui vos projets. Voilà. Bon, tout ça pour dire donc, que notre condition humaine, elle est tramée en permanence dans l'incertitude, évidemment, et donc dans le risque. Voilà. Toute décision est une prise de risque pour le meilleur, pour le pire. Voilà. Et d'où cette très très belle phrase aussi de Rainer Maria Rilke qui dit « quelque part dans l'inachevé ». Voilà, chacun de nous est quelque part dans l'inachevé. Voilà, ce serait rassurant si on savait où on va, si on avait un recul sur son existence pour savoir où on sera dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Mais en même temps, je crois que non, parce qu'on perdrait absolument tout le sel de sa vie, on n'aurait plus envie de vivre, parce que ce serait une espèce de formalité. On se dirait, voilà, je sais que dans 5 ans, il va se passer ça, dans 10 ans, ça. Peut-être ce serait des choses merveilleuses, mais en tous les cas, il n'y aurait plus la surprise, justement. Vivre, c'est aussi en permanence être dans la surprise et être décalé de soi-même. Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant peut-être au propos de Blaise Agresti. Donc effectivement, je voudrais vous parler un petit peu avec ce double regard du guide et de l'ancien secouriste, parce qu'effectivement, je considère qu'il y a un regard intéressant en complément de ce qui a été dit. Alors, je suis tout à fait en ligne avec les motifs profonds autour de la sacralité, autour du rapport finalement au sens de l'existence et au sens de vivre, qui a été évoqué par David Le Breton. Mais je voudrais juste, non pas, c'est pas du tout revenir sur terre, pas du tout, mais compléter avec modestie, parce qu'effectivement c'est extrêmement dur de mesurer le coût du risque autour de ça. Donc, pour vous parler, donc moi j'ai un parcours, effectivement, comme tu l'as dit, Juliette, autour d'un parcours militaire pendant pas mal d'années, patron du PGHM et du secours, une expérience dans l'univers de l'entreprise. Là aussi, je trouve que c'est intéressant qu'on mesure aussi, parce que l'entreprise Petzl, où j'étais directeur commercial finalement, vend des réponses à la prise de risque, parce que ce sont des outils de sécurité, du matériel qui permet de réduire le risque. Donc, il y a aussi une lecture industrielle de la réduction du risque. Et puis, depuis 4 ans, j'ai effectivement fondé cette structure qui accompagne les dirigeants, mais par la mise en risque, la mise en réalité de terrain, tout ça pour effectivement révéler le potentiel humain. C'est un petit peu le fil rouge probablement de mon parcours. Alors effectivement, les 2 thèmes que je voudrais aborder et partager avec vous pour compléter le regard de Vivian et de David, c'est une première partie qui n'est pas simple, autour du coût social du risque montagne, on parlait du risque montagne spécifiquement. Et est-ce qu'en creux, c'est un coût qui est marginal ou c'est un coût qui est significatif? Donc ça, c'est pas facile à évaluer. Et puis la deuxième sensibilité que je voudrais vous partager, ce sont les bénéfices, évidemment. Je suis moi-même pratiquant de montagne, guide. Et effectivement, j'essaie aussi moi-même de répondre à toutes ces contradictions, ces ambivalences et ces paradoxes qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc, c'est pas simple, mais en tout cas, je m'y prête et je voudrais juste vous donner, moi, ma lecture des bénéfices de la mise en risque. Alors, sur la première question, il faut quand même que, dans un premier temps, et ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure sur les différentes activités, on ne peut pas parler du risque en montagne de manière moyenne. On ne peut pas moyenner le risque en disant c'est un thème global. Non. Il y a une très grande différence en termes de réalité par rapport aux activités pratiquées. Et vous voyez très logiquement, à travers les domaines que j'ai mis sur cette slide, que le domaine skiable, la pratique du ski sur piste, en domaine sécurisé, balisé, c'est une réalité qui est bien différente de ce que c'est que la randonnée et les pratiques de moyenne montagne.
comme c'est très différent de ce que c'est que l'alpinisme, le ski-alpinisme, que c'est encore, là aussi, cet alpinisme est bien distinct de toutes ces activités de vol libre, donc le parapente, le VTT, le canyoning, la via ferrata. Et puis, on va dire, la niche, dont on a un petit peu parlé déjà, sur les activités extrêmes, que ce soit le ski de pente. Alors, je sais pas comment tu le nommes, ton ski, Vivian. Je pense pas que ce mot de ski extrême te plaise beaucoup. Mais en tout cas, un ski engagé, quand même, où la chute est interdite. Le solo, le base jump sont des activités réservées à des hyper experts. Et là aussi, de regarder un petit peu à la fois l'accidentologie et qu'est-ce que ça signifie. Donc voilà, ce que je voudrais d'abord dire, donc, c'est qu'effectivement, on ne peut pas moyenner ce risque. Il faut quand même avoir une lecture par domaine d'activité. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, le risque en montagne a un coût significatif. Donc ça, c'est indéniable. Alors, il y a le premier coût humain que je voudrais aborder quand même fondamentalement, parce qu'on peut pas le balayer du revers de la main. Donc ce coût humain, là aussi, je vais m'adosser à du travail qui a été fait notamment par le Système national d'observation de la sécurité en montagne. Peut-être que Claude Jacot est dans la salle, mais en tout cas, il pourrait tout à fait affiner ce que je vais dire. Mais je vais donner aussi ma sensibilité pendant des années en tant que responsable opérationnel. Je l'ai fréquenté, ce coût humain. Donc je peux quand même en donner une estimation. Donc on peut dire que la mort en montagne, c'est quoi ? C'est sur une moyenne d'une vingtaine d'années, entre 2009 et 2018, ce sont entre 190 à 200 morts par an, avec une répartition qui est extrêmement claire par rapport à la typologie d'activité que j'ai essayé de regrouper tout à l'heure. Donc la randonnée à pied, la moyenne montagne, c'est effectivement autour de 50 décès par an. L'alpinisme et le ski-alpinisme, ce sont autour de... Alors l'alpinisme en tant que tel, c'est une quarantaine en moyenne. Et le ski-alpinisme, alors là aussi, ça dépend si on intègre le risque d'avalanche. Mais je vais le sortir un petit peu, le risque avalancheux. Mais on a autour du ski-alpinisme, si on intègre le risque d'avalanche, entre 20 à 40 morts, sachant que cette année, par exemple, une année de confinement, on est à 39 morts en avalanche. Donc c'est autour de alpinisme, ski-alpinisme, on est autour de 70 à 80 morts par an. Donc c'est quand même une grosse surreprésentation par rapport au nombre de pratiquants de la randonnée notamment. Le vol libre, le canyon, le VTT, la via ferrata, c'est des activités, j'allais dire, périphériques, mais qui sont importantes, représentent une vingtaine de décès par an. Le ski sur piste, alors si on intègre les collisions et aussi quelques décès dans le ski hors piste de proximité, on est entre 8 à 10, 12 morts par an. Donc c'est effectivement par rapport au nombre de journées skieurs, là aussi c'est un secteur d'activité qui a une réalité bien différente de l'alpinisme. Et puis, tous les sports extrêmes, alors là, c'est extrêmement difficile de l'évaluer, mais on a 3, 4, 5, 7 morts par an sur ces activités, moins de 10 en tout cas, chaque année. Donc ça, c'est une première lecture sur le coût humain. Et je voudrais quand même porter votre attention sur deux choses particulières. C'est que les professionnels de la montagne, parmi ces 190 à 200 morts, représentent entre 8 et 10 par an. Donc si j'intègre les guides et les moniteurs de ski, donc on va dire une dizaine par an maximum, mais en tout cas c'est quand même non négligeable. Et ensuite on a 2 à 3 secouristes. Là aussi c'est difficile de faire des moyennes parce qu'on est sur des activités qui sont très spécifiques. Donc si je ramène cette mortalité par rapport notamment aux 1500 guides et aux 15 000 moniteurs de ski, si je ramène ces 2-3 secouristes par rapport à, on va dire, aux 600 en comptant les gendarmes, les CRS, les sapeurs-pompiers qui sont dans les secteurs un petit peu techniques, vous avez un peu une idée déjà, une première idée de ce coût humain qui est loin d'être négligeable. Le deuxième élément, sans être trop dans le détail, parce que je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais c'est que vous ayez quand même cette figure-là d'une réalité du risque, la mort étant la forme la plus absolue de ce risque. Il y a tous les blessés, etc., qui vont derrière. Il y a en gros une dizaine de blessés pour un mort en moyenne. Le deuxième point sur lequel je voudrais, même si c'est un sujet tabou pour les montagnards de parler de coût économique, mais on peut dire, c'était un travail qui a été fait par la Cour des comptes entre 2011 et 2012. Donc il y a à peu près 50 000 opérations de sauvetage qui sont faites sur les domaines skiables. Donc 50 000 qui, eux, ne sont pas financés par la solidarité nationale parce que ce sont des assurances. Quand vous avez un accident sur une piste de ski, c'est des pisteurs secouristes et vous payez soit votre facture, soit vous êtes assuré pour être remboursé. Donc c'est un coût qui n'a pas un impact sur la société en tant que telle de manière globale. Les secours en montagne sont gratuits en France
plus ou moins, j'allais dire, avec quelques petites nuances, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Et vous avez 7000 opérations à peu près qui sont réalisées chaque année. Donc la Cour des comptes a essayé de calculer le coût par intervention. Elle est arrivée sur un chiffre de 8600 € par intervention. Donc vous faites le calcul, 7000 fois 8600, vous avez à peu près le coût des interventions, sachant que ce qui coûte cher, ce sont les hélicoptères. Il y a une vingtaine d'hélicoptères et qu'on estime à peu près à 3000 € l'heure de vol. Donc ça, ce sont des coûts. Alors, le coût global du secours en montagne, ça a été chiffré à 61 millions d'euros. Alors, ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, ces chiffres. Ce que je peux vous dire juste, c'est que le coût du budget de la sécurité civile en France, pour faire fonctionner tous les services de la sécurité civile, hors des frais départementaux des SDIS, c'est 450 millions d'euros. Donc 61 millions d'euros, c'est quand même pas totalement marginal. En revanche, si je prends le coût de la crise Covid, effectivement, le coût de la crise Covid, on a une première estimation sur 3 ans, est à 425 milliards d'euros. Donc vous voyez un peu les risques sociétaux de leur proportion. Donc j'ai ce coût-là. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a absolument pas dans le travail de la Cour des comptes le coût du système de santé, des mutuelles, de tous les coûts additionnels qui viennent dans le suivi et la prise en charge des victimes dans le temps long. Donc ça veut dire quand même qu'on est sur un coût humain non négligeable, donc 200 morts, comme j'ai indiqué, des professionnels, des secouristes impliqués, et un coût financier, là aussi, qui est loin d'être marginal parce que la mission de secours en montagne se fait à 90% en hélicoptère et que c'est un coût important. Le dernier point, peut-être, là aussi, pour avancer, c'est cette idée du coût médiatique, le coût image, entre guillemets, de ce rapport au risque très, très ambivalent qui caractérise peut-être l'univers de la montagne. C'est à la fois un impact sur l'image globale de la montagne, qui est considérée malgré tout comme un environnement dangereux. Et moi, je le vois dans mon activité avec les entreprises. Elles ont peur d'engager des salariés dans cet univers-là, et moins vers la mer. Donc, c'est quand même un signal qu'il faut qu'on entende. Nous, les montagnards, on a un déficit d'image en termes de rapport au risque. Et ensuite, on a aussi un impact sur l'image des professionnels qui peuvent parfois aussi être fragilisés dans leur exercice par cette perspective-là, sachant qu'on a, il faut le dire, une surreprésentation d'accidentologie chez les professionnels en France par rapport à nos camarades italiens, suisses et autrichiens. Ça, c'est quand même une caractéristique sociologique du risque en montagne qui est spécifique et qui doit s'expliquer notamment probablement par l'impact des années 80-90 qui a été évoqué tout à l'heure et le rapport à la construction des formations. Alors, je voudrais là aussi maintenant revenir sur quelque chose de positif pour placer cette balance en fait. Je cherche pas à dire si elle est positive ou négative. En tout cas, moi je trouve qu'il y a un véritable bénéfice à la mise en risque. Je vais appeler ça comme ça, la mise en risque dans cet environnement-là. Et j'en ai distingué 6. J'aurais pu en distinguer 2. C'est un chiffre comme ça. Le premier, pour moi, il est qu'on a la chance inouïe d'être en observation de la nature, de ses dangers, de ses évolutions. Et j'allais dire, quand je vois le film de Vivian, quand je vois sa pratique, quand je vois ma pratique en tant que guide, on est en permanence en hyper-observation, hyper-vigilance. Donc ça développe quelque chose qui est fondamental, c'est ces qualités d'observation, d'intuition, de capacité à percevoir le réel. Et ça, je pense que sans une mise en risque directe et immédiate, on verrait les choses très différemment. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Le deuxième, qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure par David sur la décision, toute notre vie, on doit décider. Effectivement, en montagne, ça a des conséquences. Donc, effectivement, l'apprentissage de l'univers de la décision, comment on décide, comment on analyse les risques, comment on choisit un chemin, un sommet, pour moi, c'est un des bénéfices majeurs, et d'ailleurs qu'on partage avec nos clients. Et c'est un peu le nœud gordien de nos existences, c'est à quel moment on y va, à quel moment on renonce. Et ça, je crois que la montagne nous offre un territoire d'apprentissage qui est juste exceptionnel. Alors, bien sûr, c'est dangereux, mais ça nous permet de mettre une réalité et de trier et de prioriser et de mettre dans l'ordre finalement ce qui est essentiel. Le troisième point pour moi qui est vraiment en lien direct avec la mise en risque, le principe de solidarité, il ne serait pas éprouvé. Alors bien sûr qu'on est dans des sociétés confortables qui ont peut-être moins besoin d'exercer la responsabilité, la solidarité pour survivre, pour se nourrir. Et donc on va chercher ailleurs des métaphores, mais en tout cas,
la traversée d'un glacier impose la corde, enfin c'est mieux en tout cas. On a des besoins immédiats de solidarité parce que sinon on ne peut pas traverser les difficultés. Et donc le bénéfice de la cordée, moi, me semble aussi un des bénéfices majeurs de la pratique de la montagne. Le point qui vient derrière, c'est dès lors qu'on a, comme l'enfant qui prend le risque d'accepter le déséquilibre pour apprendre à marcher, forcément, s'il n'est pas excellent, l'enfant, en acceptant le déséquilibre, il va tomber. Et c'est la même chose pour l'alpiniste, le grimpeur ou la plupart des activités. Et donc, on a un rapport à l'exigence, à l'excellence, à l'idée qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut innover, qu'il faut tester. Donc, on se remet en question fondamentalement en permanence. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est non pas spécifique à la montagne, mais en tout cas qui a une valeur extrêmement importante. J'arrive bientôt à mon 6e, j'en suis au 5e, donc c'est effectivement cette idée de l'adaptation. Je crois que là aussi, la montagne, par sa mise en risque globale et particulière et précise aussi, nous impose de nous adapter, de gérer les émotions, d'être en capacité de se concentrer sur l'instant, d'être en capacité de produire quelque chose d'extrêmement concret et pratique. Alors évidemment, nos sociétés modernes nous en privent souvent, mais on voit bien qu'avec le Covid, ça nous revient en pleine figure. Mais je trouve que là aussi, c'est un bénéfice qui est extrêmement fort et très caractéristique de cet univers. Et le dernier, qui est peut-être la synthèse de tout, et peut-être c'est là où les montagnards ont des choses à dire à la société plus globale, c'est qu'en montagne, on doit être frugal, on doit économiser ses ressources, on doit trouver... Alors là, il y a un habitat de montagne, mais on est en permanence à essayer de s'adapter à un contexte plus large qui s'impose à l'homme. La nature s'impose à l'homme dans cet environnement-là, et on doit donc renforcer notre résilience individuelle et collective. Alors, ça va aussi pour les univers il y avait cette réunion en début de semaine autour du risque d'avalanche sur la vallée. La résilience, c'est aussi prendre en compte ces risques-là, les risques globaux qui pèsent sur les populations, et aussi créer des conditions favorables au rebond, à l'adaptation. Et ça, c'est l'histoire des montagnards depuis des milliers d'années. Vous pouvez regarder spécifiquement l'histoire d'Ötzi, qui est ce premier homme qui a été trouvé à 3200 mètres dans le Tyrol, à la frontière avec l'Autriche. Et on voit, si vous allez visiter le musée où sa dépouille congelée a été déposée, vous verrez le génie d'adaptation il y a 3200 ans d'Ötzi, donc l'homme de glace, qui a été trouvé par des randonneurs et récupéré un petit peu par Reinhold Messner, mais qui est une histoire incroyable de l'adaptation de l'homme à la haute altitude. Donc tout ça me conduit à vous dire peut-être qu'effectivement, il y a cette phrase de René Daumal qui est que l'alpinisme, c'est l'art d'affronter les plus grands dangers et la plus grande prudence. Il y a un ratio exposition et prudence qui est au cœur de l'histoire, et que de mon petit point de vue, c'est-à-dire plus 15 ans dans l'unité spécialisée de la gendarmerie du secours en montagne, et on va dire 25 ans dans cet univers-là en tant que guide et secouriste, j'ai l'impression que cette balance, mais là aussi je ne suis pas objectif, je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais entre le coût social et le bénéfice est plutôt favorable. J'aurais tendance à dire qu'il faut être extrêmement prudent, notamment les professionnels, pour pas fragiliser ce pacte social entre la société qui amène sa solidarité nationale, ses secouristes, ses ressources pour aider les gens en difficulté, et notre manière de pratiquer. Donc on a une vraie responsabilité en tant que professionnel, en tant que pratiquant. On est dans un principe de co-responsabilité, et c'est à ce titre que le bon risque, il a sa place. C'est-à-dire que ce risque qu'on prend, même si parfois on peut se faire avoir, on peut tomber au fond d'une crevasse, on peut glisser, on peut même se tuer, ça fait partie du jeu, comme ça fait partie du jeu de la vie. Voilà. Donc ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est un petit extrait de film pour clôturer cette prise de parole, et puis je suis évidemment disponible pour les questions s'il y en a. Ça serait dit, ça s'affine. La peur fait partie de l'homme.
la peur fait partie de l'homme. Nous sommes aussi nous-mêmes un peu un animal de proie. Et l'animal de proie a peur. Et donc nous avons des peurs, et nous connaissant parfaitement, nous savons que nous sommes particulièrement fragiles, que la vie est particulièrement fragile. Donc il est normal que l'homme ait peur. Le problème, c'est de la dominer par le courage. Effectivement, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Quelqu'un qui est complètement tête brûlée et qui ne ressent pas le sentiment de peur, il n'a pas besoin de faire preuve de courage, parce que tout simplement ce qu'il fait, ça lui paraît sans difficulté. Dans des longueurs comme ça, j'ai tout le temps un peu peur, mais je me laisse pas envahir par elle en tout cas. Elle me sert juste à rester concentré et à être tout à ma longueur et à tout à ce que je fais. Je suis totalement dans ce que je fais. Il n'y a pas de moment où je me laisse submerger par la peur. Là, sinon, il ne faut pas que ça arrive, en tout cas, je pense. Dans une longueur comme ça. Il vaut mieux pas. Pas envie d'essayer. J'essaye de monter un peu. Fais bien gaffe, hein. Quoi? Non, il est pas bon. Le courage, c'est la capacité à dépasser sa peur, parce que je sens que, d'une part, je sortirai grandi de ce dépassement, et parce que ça me permettra d'aller atteindre un objectif qui fera grandir moi-même et également la collectivité à laquelle j'appartiens. Le courage, c'est la conscience du risque, c'est la conscience de la peur et la volonté humaine qui va permettre de dominer et d'aller au-delà de sa faiblesse d'être humain. Juste dire que c'est un film qui a été fait autour du GMHF, donc le groupe militaire de haute montagne, par Jean-Pierre Togron, et qui a effectivement exploré ces thèmes-là au travers d'une ascension en Inde. Voilà, donc c'était juste pour illustrer sur le sens que l'on peut donner à cette prise de risque, ou cette mise en risque. Oui, effectivement, ça fait un peu peur, mais c'est très bien. Donc merci beaucoup, merci à tous les trois. Donc je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement pour vos interventions. Et puis maintenant, place aux questions. Hein, si dans le public, vous avez noté des choses, des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas. On va faire passer un micro dans le public, et puis on transmet la question. Toujours le début, personne n'ose trop. Si, voilà. Monsieur, Timothée va vous donner le micro. Merci. J'ai eu une période où j'étais un passionné du ski de couloir. J'ai eu le plaisir de faire le couloir de la face nord du Brévent, qui est un couloir qui fait une 30aine de mètres de large au maximum, dans sa partie la plus large. J'ai été avec l'équipe Valençan. On était deux, il y avait 2 guides, d'accord, et le couloir faisait en général une 15aine de mètres. Et tout d'un coup, dans le couloir, il nous dit là, stop! Alors on s'arrête, on ne comprend pas pourquoi, on était 5 ou 6. Il dit stop, je vous encorde. Donc il nous encorde. Et là, qu'est-ce que je découvre? Il y avait une plaque de glace qui faisait 20 mètres de long. Elle se trouvait à peu près à la moitié. Et sans leur expérience et leur compétence, j'aurais été capable de descendre le couloir, mais là, la plaque de glace, je ne l'aurais pas vue. Je ne l'aurais pas vue. Ah oui, c'est sûr. Merci pour ce témoignage. Et c'est pour ça que... Bon, là, c'était avec des grandes légendes. Hein, avec Valençan, il en a fait des belles histoires dans les couloirs.
Et c'est pour ça que souvent dans notre pratique, on essaie de remonter les itinéraires avant de les skier. Ça te permet de vraiment pouvoir tout analyser. Et après, ça souligne aussi quelque chose. Alors, 2 choses pour moi. Il y a donc l'aspect glace, ça peut être l'aspect des conditions. Et donc, ça peut être aussi pour moi un vrai écho à la neige. Et pour moi, l'élément le plus complexe dans cette pratique du ski de couloir, du ski de montagne, c'est la neige. Parce que la neige, elle est toujours, c'est un élément qui est vivant, c'est un élément qui change, ça va changer. Le soleil, le vent, les températures vont toujours faire évoluer la neige. Et en tant que skieur, en fait, tu es toujours en train d'apprendre et tu es toujours obligé de garder beaucoup d'humilité par rapport à tes choix. Et donc là, par rapport à une situation donnée comme ça, le fait que, entre guillemets, l'expert, le pro qui est devant, identifie un danger et du coup adapte une consigne pour son groupe pour le mettre en sécurité, il a rempli son rôle d'expert et son rôle de professionnel qui fait que du coup, après, avec la corde, tout le monde est passé et tout le monde était là avec nous pour nous le dire. Donc ça montre aussi une chose, c'est que dans cette pratique, effectivement, l'expérience... Alors attention, l'expérience sur la neige, c'est pas forcément le mieux. Quelqu'un qui est trop confiant sur la neige, c'est même presque dangereux. Mais par contre, voilà, la conscience du risque et l'observation, je reprends les mots de Blaise, le fait d'observer la nature, je pense que c'est le vrai rôle de l'expert. Une deuxième expérience. Il y a quelques années, mon frère m'entraîne, il me dit, écoute, on va faire la face nord de la Turia. C'est une des plus belles pentes des Alpes, 50 degrés, 800 mètres de dénivelé, il a neigé 30 cm, les conditions, il faisait beau, les conditions étaient idéales. On monte, 3 heures de montée, et puis on se fait doubler par une cordée de 2 professionnels de la montagne, puis on arrive ensemble à peu près au sommet, et on les voit descendre, et là, dans la nuit, le vent avait soufflé. Il avait soufflé toute la poudreuse et la pente était gelée. C'était de la glace. Donc on les voit descendre et on se rend compte qu'ils descendent sur de la glace. Alors là, on voit notre guide qui était tendu, d'accord, puis qui me dit qui est-ce qui veut y aller? Alors moi, je me propose, il m'encorde, je commence à descendre en traversée et là, j'ai peur de tourner. J'ai peur de tourner. Et dans ces conditions-là, le bâton, on ne le met pas comme ça, on le met comme ça. Et là, tout d'un coup, il me voit hésiter, et tout d'un coup, il dit « Stop! On n'y va pas !» Il a pris la décision donc de renoncer. J'ai pas fait de virage, parce que je ne sentais pas que mon équipement et ma condition étaient capables de gérer cette situation dans une pente de 50 degrés. Et j'ai reculé en arrière et on est redescendu par là où on était monté. Voilà. Ça fait écho à ce que tu disais par rapport à la décision. Ouais. La décision. Le monsieur avait demandé également un peu avant et après, ce sera... Merci pour votre intervention. J'ai moi-même ici les traces d'une séquelle d'un dévissage à ski sur une pente glacée, alors qu'on pensait y trouver de la neige. Mais ce que je voudrais dire, et que je retiens des 6 enseignements, des 6 bénéfices de la haute montagne, c'est que je les ai appris avec mes guides de la compagnie des guides de Chamonix il y a plus de 60 ans, dont 2 sont aujourd'hui, bien sûr, au cimetière du Biolay. Mais de votre intervention, je retiens 2 mots terribles. Titiller la mort, vous l'avez dit comme ça, et devenir un héros. Et c'est ça que je voudrais transmettre ici maintenant. Je ne parle pas de ceux qui veulent devenir des héros sur le plan pécunier, sur le plan de la notoriété. Je crois sincèrement que nous tous, qui essayons de dépasser nos limites, c'est parce qu'on cherche intérieurement à devenir des héros pour nous-mêmes.
Où ça peut nous mener, ça? Et il y a exactement 60 ans, j'avais écrit, et ça reste encore dans les annales, quelque chose qui est terrible et que je ne voudrais pas que ça gâche un peu la soirée, mais c'est ce que je pensais à l'époque et j'y pense toujours. Car on a parlé de la différence entre l'homme et la femme en matière de prise de risque. Et moi, j'étais persuadé il y a 60 ans et toujours aujourd'hui qu'un homme qui va tellement loin dans la prise de risque, c'est un gars qui regrette de devoir sa vie à une femme alors qu'il voudrait se la devoir à lui-même parce qu'il a surmonté le risque. C'est tout. C'est ce que je pensais. Bon, je t'en prie. En tous les cas, c'est l'une des tendances du monde contemporain, hein, c'est ne devoir plus rien à personne, se mettre au monde par soi-même, se réinventer par soi-même. Voilà, vous n'avez pas tort d'une certaine manière, mais évidemment, il ne faut jamais généraliser. On en a parlé tout à l'heure. Il y a d'innombrables profils, mais je pense que ça, c'est l'un des profils de ce qu'on pourrait appeler la postmodernité, quand même davantage, hein, mais qui s'amorçait sans doute il y a une 60aine d'années dont vous avez parlé. Je pense en effet que c'est l'une des grandes tendances, malheureusement, d'ailleurs du transhumanisme également, hein, de liquider le corps, mais liquider particulièrement le corps des femmes. Mais vous savez que c'est une vieille histoire, parce que je crois que c'est dans Échille où l'un des personnages dit « Tout le malheur des hommes vient de ce que nous sommes nés d'une femme. Si nous n'étions pas nés d'une femme, les choses se passeraient autrement. » Voilà, donc je pense que vous n'avez pas tort, mais il ne faut pas généraliser trop à outrance. Moi, je voulais d'abord vous remercier par rapport à toutes vos interventions qui sont toutes pertinentes et vraiment riches. Je voulais revenir sur une notion qui a été abordée par Vivian, qui dit l'impression de jouer de manière professionnelle avec beaucoup de préparation. Je crois que dans la médiatisation qui est faite à l'heure actuelle, et donc Blaise Agresti en parle aussi, il y a cette poudre aux yeux, entre guillemets, où ce spectacle qui est donné sans ce qu'on appelle en anglais le background, c'est-à-dire, en fait, on a affaire chaque fois à des athlètes de haut niveau, à des artistes, hein, comme on peut avoir beaucoup de travail en musique, beaucoup de travail en danse, beaucoup de travail dans l'art, puisque vous avez parlé d'art, mais beaucoup d'heures d'entraînement. Et on projette essentiellement le produit final. Et donc, ça fait rêver, parce que le monde a besoin de rêver, mais ça n'est pas sans conséquence. Et donc, je trouve que dans le rôle de la transmission est primordial, dans l'information, dans la formation, et puis dans ce que Blaise Agresti aussi note dans la notion de cordée, et dans la maîtrise des émotions. Parce que c'est vraiment nécessaire pour mener à bien quelques projets que ce soit. Je vous remercie. Moi, c'est sûr, je vais juste enrichir ce que vous venez de dire, parce que moi, je suis clairement impliqué là-dedans. Et tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux et cette manière professionnelle d'amener les choses. Alors moi, je sais que typiquement, moi, quand je mets quelque chose sur les réseaux sociaux, derrière, j'engage Compagnie des Guides de Chamonix, j'engage ENSA, j'engage tous mes partenaires, sponsors, etc. Et donc, très rapidement, très très vite, moi, j'ai compris justement cette manière professionnelle d'amener les choses. Et alors, effectivement, quelquefois, tu as des images qui montrent des choses sans forcément les expliquer, bien qu'elles sont vraiment de moins en moins fréquentes. Et très souvent, il y a toujours une forme de message. C'est-à-dire, tu vois une image où on skie les uns les autres, très proches les uns les autres dans un couloir, où là tu pourrais te dire, attends, il y a de la neige poudreuse, skier les uns les autres dans une pente à plus de 30 degrés, en tant que pro, c'est pas forcément le truc à montrer. Par contre, si tu expliques la démarche en disant, voilà, ouais, on a skié tous les deux, mais c'est vrai qu'en haut, on a testé la pente sur le haut, ensuite on a fait du 1 par 1, et une fois qu'on a décidé et qu'on a ressenti que les conditions étaient stables, là, on a fait l'image. Et moi, c'est comme ça que j'essaie de communiquer aujourd'hui. Et ça a un rôle vraiment important, donc de transmission, donc
aussi de pédagogie par rapport à une pratique. Et voilà, forcément c'est important, forcément c'est un rôle, mais c'est beaucoup de temps. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Mais voilà, beaucoup de vigilance par rapport à ce que je mets moi sur les réseaux. Peut-être en complément de Vivian. Donc d'abord, ce que fait Vivian, c'est très distinct de ce qui a été fait pendant des décennies. Et moi, j'avais fait une conférence il y a quelques années autour du marketing du risque, la manière dont les entreprises avaient utilisé l'ensemble des athlètes pour finalement faire cette mise en risque un peu abyssale qui fait peur, qui crée des émotions extrêmement puissantes et qui en ont abusé très largement dans les années 80 jusque dans les années 2010, on va dire peut-être. Et puis petit à petit, ces entreprises ont été rattrapées par le principe de réalité. D'abord parce que leurs athlètes mouraient beaucoup, et ça c'était quand même un élément très perturbant sur le plan de la communication. Et ensuite, donc, il y a eu l'émergence d'une communication plus responsable. Alors, c'est pas totalement gagné, il faut pas être naïf, mais je trouve que ce que dit Vivian sur ce qui fonde sa communication autour de l'apprentissage, autour de la préparation, autour des messages clés qui sont apportés autour du sens, c'est une manière nouvelle. Et il embarque derrière lui un mouvement. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Et on voit bien que la communication, y compris pour des stations de ski, quand moi je suis arrivé au PGHM en 98, je voudrais juste rappeler la campagne de com de l'époque, c'était ni Dieu ni maître. Ce qui avait été proposé comme communication pour la vallée. Donc on est en 98, pour l'année 99, l'avalanche de Mont-Roch, tout un tas de risques majeurs qui sont tombés sur la tête de la vallée. Mais la com était encore dans cette perspective-là. Et là, on est dans une perspective qui est bien différente aujourd'hui, et c'est très heureux pour tout le monde. La deuxième chose que je voudrais rajouter par rapport aux premières remarques autour des pratiques, la prise de décision, l'intuition du guide, la plaque de glace, etc., c'est que c'est de plus en plus étudié aujourd'hui. Notre cerveau, je suis pas un expert en neurosciences, mais je voudrais juste dire qu'il y a deux parties essentielles dans le fonctionnement de notre cerveau, qui a été très bien décrit par quelqu'un qui a eu un prix Nobel de la paix, d'économie, qui s'appelle Kahneman, qui a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2. Et tout ça pour dire qu'il y a un cerveau rationnel qui analyse la situation, etc., qui a accès à un certain nombre de données rationnelles. En gros, on peut dire que ce cerveau rationnel, il a accès en une seconde à une poignée de milliers d'informations. D'accord ? Donc ça, c'est le cerveau rationnel. Et qu'en fait, il y a ce cerveau intuitif, la puissance de l'intuition, qui a été un petit peu chiffré à 10 puissance 9. Donc il y a un rapport en logarithme, c'est une puissance. Donc ça veut dire que quand on est dans ce mode intuitif, qui est celui du montagnard qui voit la plaque de glace, on développe quelque chose que la société moderne nous empêche de révéler ou de travailler, qui est cette intuition. Alors l'intuition, elle doit être dépolluée de nos croyances, de nos biais cognitifs, de nos peurs, de notre orgueil, de tout ce qui fait qu'on va avoir des mauvaises raisons de s'engager dans la pente. Mais en tout cas, quand on a accès de manière la plus dépolluée de ces perturbateurs à cette intuition et qu'elle est révélée dans l'action, c'est hyper puissant, hyper puissant. Donc il y a d'énormes travaux qui sont faits autour de cette question. Et face au risque, en fait, à la complexité des risques, demain, il y a deux solutions. C'est révéler le potentiel de l'intuition et faire travailler le collectif, c'est-à-dire de dire qu'on a besoin de plusieurs intelligences pour analyser un risque et que cette mise en collectivité d'une intelligence commune permet de résoudre cette problématique. Voilà. Et on voit bien dans le film entre Matteo et Vivian qu'il y a déjà à deux le début d'une intelligence collective qui est comment on partage, comment on met en relation pour pouvoir essayer de réduire l'exposition. Donc ce sont des éléments que je voulais rajouter. Un côté, le marketing du risque, qui a beaucoup évolué et la com a plutôt progressé. Et du côté de l'intuition des facteurs humains, avoir en tête que c'est des territoires où la raison ne suffit pas. Oui. Je parlerai plutôt maintenant de l'homéopathie du risque d'une certaine manière, c'est-à-dire l'usage des activités physiques dites à risque, avec notamment des jeunes en difficulté, des jeunes en souffrance, des jeunes délinquants, etc. De plus en plus, enfin, c'est une vieille histoire parce que ça a démarré aussi dans les années 90. Je me souviens notamment avec François Chaubeau, les CMEA, etc. Il s'agissait de faire grimper, pas sur des très hauts sommets, j'imagine, mais
en tous les cas, il s'agissait de faire grimper des jeunes en souffrance. Voilà. Et à travers tout ce que Blaise a évoqué, j'ai retrouvé beaucoup dans les 5 ou 6 éléments qu'il a évoqués, le rapport à la concrétude du monde, la solidarité, la cordée, le projet aussi, avoir un projet, rêver aussi d'ailleurs en amont le projet, et puis après en avoir le souvenir plus tard, etc. Je crois qu'aujourd'hui, avec les problèmes assurantiels, etc., évidemment, ce sont des activités qui sont un peu en voie de diminution, encore qu'il y a eu l'association En passant par la montagne. Je ne sais pas si elle existe encore. Elle existe encore. Ah oui, d'accord. Je me rappelle d'avoir participé à un colloque il y a quelques années avec cette association. Ça, le risque est un outil absolument formidable pour le travail social, dans la mesure où il s'agit justement de faire en sorte que nos jeunes ne soient plus dans ces prises de risques aveugles et brutaux envers les autres, mais dans des prises de risques accompagnées par des guides, par des spécialistes des domaines, parce que ça peut être aussi du parachutisme ou d'autres choses comme ça, mais en tous les cas accompagnés par des professionnels et puis aussi par leurs éducateurs, qui vont eux-mêmes se mettre en difficulté, c'est-à-dire montrer aux jeunes que c'est pas uniquement une activité extérieure, quoi. Ils vont être profondément engagés là-dedans. Voilà, je me souviens que les bilans étaient vraiment très très chouettes en la matière, hein, de retrouver le goût de vivre, retrouver du partage, de la solidarité, de l'amitié, retrouver un ancrage dans le temps avec la notion de projet, puisque souvent les jeunes en souffrance ou les jeunes qui sont dans la délinquance ou dans la toxicomanie et autres sont rivés sur l'instant. Donc quand on arrive à les décoller de l'instant, à les projeter dans le temps, en leur disant on va faire des choses, etc., c'est aussi quelque chose de formidable. Voilà. Une autre manière d'utiliser le risque, peut-être un imaginaire du risque, évidemment, mais pour moi, ce serait un jugement de valeur, parce que pour un gamin de banlieue, se retrouver à plusieurs centaines de mètres du sol, ça doit être quand même quelque chose de sacrément fort, ou se lancer d'un avion parachute, quelque chose d'extraordinaire. Et pour eux, ce qui compte, c'est plutôt notre imaginaire du risque. C'est ça qui fait que ça va changer quelque chose de notre rapport au monde et aux autres. Oui, merci. Bonsoir. Je ne fais pas d'alpinisme, je ne fais pas de montagne, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout dans tous les gens qui m'entourent, qui en font, et il y en a beaucoup, c'est qu'il n'y en a jamais un qui a l'impression de prendre des risques. Donc, je ne sais pas comment... au fait, à chaque fois, ils vont toujours dire « Non, mais je ne prends pas de risques, c'est calculé, c'est réfléchi ». Et c'est ce que je ne comprends pas du tout dans tous ces sports extrêmes, c'est que pourtant, ces gens-là qui font ces activités se ramassent aux funérailles, vont voir des amis dans des états comme ça, mais ça semble jamais arrêter personne. Et je ne comprends pas en quoi est-ce que cette espèce d'envie de risque ou de ne pas risque, parce que selon eux, ils ne prennent pas de risque, et ça revient un peu à ce que vous disiez, de sociologiquement, en fait, cette prise de risque par passion, et pour quelqu'un qui n'a pas cette passion, tellement difficile à comprendre, parce que tu dis, mais je ne sais pas ce que tu dis, au fait. Est-ce que vous avez la réponse? Alors moi, je vais te répondre, on prend des risques, hein. On en prend des risques, hein. Moi, j'en suis largement conscient de prendre des risques. Par contre, je fais tout en sorte pour diminuer le risque. Et mon rôle, c'est d'identifier les dangers et de diminuer le risque. Le risque, est évidemment... ouais, c'est clair. Moi, je pourrais jamais te dire que je prends pas de risque, et je suis tout à fait clair avec moi-même là-dessus. Donc, et moi aussi, ça me choque quand je parle. Quand je peux parler. J'ai beaucoup skié avec Paul Bonhomme cet hiver, et Paul me disait, voilà, il est actuellement au top de la discipline actuellement sur le ski de pentraine. Et Paul, des fois, me disait, écoute, là, on n'a pas pris de risque, on a pris 0 risque. Et je lui disais, non, là, tu peux pas me dire qu'on a pris 0 risque, on a pris des risques. Et mais lui, il savait me l'argumenter, un peu comme tu le disais, en disant, voilà, on a vraiment calculé les choses, on était bien, et ce qui est tout à fait juste. Mais voilà, non, on peut pas nier qu'on... C'est rare quand même, en général, je pense qu'on se retrouve, on entend plus ces discours-là dans ces stratégies de mise à distance, donc je pense ça c'est sûr que c'est clair. Bon, déjà, une discussion entre alpinistes et quelqu'un d'extérieur, c'est trop dur.
Je vois, ouais, c'est trop dur. Même les grimpeurs, le move il est comme ça, le move il est comme ça. Toi t'es à côté, tu bois des bières. Bon, au bout d'un moment tu décroches. C'est clair. Mais c'est moins ça, c'est plus vraiment le rapport au risque en soi. Un alpiniste que tu discutes avec lui autour d'un pot parce que tu viens de perdre un copain, qui est père de famille, qui a des jeunes enfants, il va dire ouais mais bon, il aurait pu mourir en prenant sa bagnole pour aller au travail. Oui. Et là tu fais ok, mais statistiquement parlant, on est d'accord que l'alpiniste qui, comme disait Blaise, quoi, versus le gars qui se fait ramasser par sa voiture en allant au travail, voilà. Et pourtant c'est ce que je comprends pas. Peut-être que les marins, c'est pareil. Et je me disais que peut-être sociologiquement, vous aviez une réponse à ça. David Le Breton a des choses à dire à ce sujet. Oui, je me souviens d'un passage de Lionel Terret dans Les Conquérants de l'inutile, où il dit en fait, il n'y a pas beaucoup de risques dans la montagne, je suis tombé simplement une vingtaine de fois, ou etc. Et c'est absolument hallucinant. J'avais cité cette phrase, d'ailleurs, que je trouvais absolument exemplaire, d'une ambivalence absolument formidable. Mais très souvent, dire c'est risqué, c'est un jugement de valeur. C'est ça, je crois, que veut dire Vivian. Il y a des situations, en effet, qui sont pas faciles, mais qui sont contrôlées par une professionnalité, par énormément d'intuition, et qui font que si vous, moi, par exemple, peut-être vous connaissez mieux la montagne que moi, mais en tous les cas, si moi j'observais la situation, je me dirais, mais c'est extrêmement dangereux, je suis absolument pas à la hauteur. Donc c'est une question de formation, c'est une question d'intuition, etc. Et puis après, il y a la psychologie personnelle aussi, qui doit jouer un rôle. Certains vont aller plus, vont prendre davantage, vont s'exposer davantage que d'autres. Et puis il y a aussi quand même le fait que la montagne n'est pas un objet un espace neutre, quoi. La montagne est dangereuse en elle-même, de la même manière que la route également, parce que il peut y avoir des éboulis, il peut y avoir la foudre, il peut y avoir un compagnon de cordée qui décroche. En fait, je sais pas, je vais pas énumérer les risques, vous les connaissez mieux que moi, mais on n'est pas sur un objet neutre, quoi. C'est pas uniquement la compétence d'un homme ou d'une femme qui est en jeu, c'est une confrontation aussi à un environnement qui est vivant d'une certaine manière et qui peut jouer des mauvais tours aux plus grands des alpinistes. Et d'ailleurs, plusieurs des plus grands alpinistes, plusieurs des plus grands navigateurs sont morts en montagne ou en mer, en dépit de leur prodigieuse capacité d'intuition ou autre. Donc c'est vrai qu'il y a des milieux qui sont quand même plus dangereux que d'autres. Mais est-ce que justement, là, il n'y a pas dans un jeu de représentation, justement, où l'individu perçoit le risque, il se crée sa propre représentation et met en place des stratégies de déni par l'illusion de contrôle, par l'expérience, par professionnalisme. Voilà, et je pense que quelque part, la lucidité dont fait preuve Vivian semble quand même pas toujours là chez les pratiquants. Donc, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un déni Ce sont des techniques de neutralisation morale, de se dire ça, je suis capable de le faire. J'ai d'ailleurs gravi tel sommet qui était beaucoup plus dangereux dans une saison encore bien pire, etc. Donc on a tout un tas de techniques de neutralisation morale qui fait qu'on va passer à l'acte en dépit des circonstances, évidemment. Et avec la fameuse formule qu'on entend souvent venant des alpinistes, c'est beaucoup plus dangereux de traverser la rue que de faire les sommets que je fais, quoi. Mais ce qui montre bien que dire c'est risqué, c'est toujours quelque part aussi un jugement de valeur, de mon point de vue. Si, je voudrais juste compléter peut-être sur ce déni. Non pas en donnant des chiffres, mais si peut-être d'ailleurs, pourquoi pas. Je vais donner l'exemple des guides. Les guides de haute montagne recrutent chaque année entre 40 et 45 nouveaux guides. Et il y a quelques temps, quand on a fait les statistiques au syndicat des guides, on est tombé sur un chiffre moyen sur les dernières années autour de 8-9 morts par an. Donc, c'est-à-dire que vous avez un flux rentrant dans la profession qui est de 40 à 45. Vous avez un flux sortant, je parle très mal, en flux en mode Macron pour les Afghans. Mais effectivement, on a une mortalité professionnelle qui est autour de 20% sur l'échelle d'une carrière. Donc, c'est aucun métier industriel, aucun métier chimique dans l'univers chimique nucléaire ne tolérerait des seuils comme ça. Donc, le déni, il est extrêmement fort. Il est ancré dans une vieille tradition du tabou. On a du mal à en parler, mais c'est vrai que c'est douloureux. On a tous perdu des camarades. On a tous un rapport qui est
souffrance par rapport à ça, je pense en particulier pour les pratiquants réguliers et les professionnels. Donc le déni, il est majeur. Je voudrais quand même le dire ce soir, parce qu'on a rarement l'occasion de le dire de manière publique. Et il y a un travail qui a été engagé par le syndicat des guides pour essayer de renverser ce déni, d'abord en mettant en place ce qu'on appelle des retours d'expérience, donc en libérant la parole des professionnels pour commencer à dire est-ce qu'on pourrait pas se dire entre nous toutes les fois où on s'est fait peur, donc le retour d'expérience, mettre aussi ces chiffres que je viens d'indiquer sur la table en disant on se fixe un objectif de réduction de cette mortalité professionnelle réellement. Et c'est à partir de là qu'on commencera, si les professionnels commencent à changer leur attitude par rapport à cette posture de déni, et cette conférence ce soir y contribue, on commencera à progresser. Tant qu'on est dans cette posture de neutralisation morale et sociale qui est évoquée, on ne pourra pas faire progresser notamment l'analyse de l'accidentologie et la compréhension. J'avais fait il y a presque 15 ans le ratio accident de la route, accident en montagne en Haute-Savoie. Et en fait, je l'avais fait après de manière plus large au niveau national. Sur les 20 départements de montagne, j'ai le souvenir qu'il y avait 8 départements où l'accidentologie en montagne était supérieure à celle sur la route. Et on ne compare pas les mêmes choses, on compare des gens qui circulent tous les jours et une pratique de loisirs plutôt, rarement professionnelle au sens de se nourrir, etc. Donc cette réalité-là, alors là j'endosse ma vieille casquette de gendarme qui rabat-joie, mais c'est juste pour stigmatiser un petit peu encore ce chemin qui est long de sortir de ce déni et d'aborder la réalité avec une plus grande lucidité. Parce qu'il y a des choses à faire quand même pour le réduire, pour réduire ces chiffres. Alors si je peux me permettre, j'avais une question pour Blaise, une remarque. Je pensais qu'on allait beaucoup entendre parler ce soir du facteur humain et des comportements humains. Dans le milieu professionnel de l'aéronautique, des pilotes ou des anesthésistes, de l'univers des blocs opératoires, le retour d'expérience aussi chez les gens du secours en montagne, le facteur humain est un élément important par rapport au risque. Donc je ne sais pas si Blaise, tu peux nous apporter un élément sur ce sujet-là. On est au cœur du sujet par rapport à ce que je viens de dire sur ma petite colère symbolique sur le déni. Effectivement, pour aborder la question de la compréhension des facteurs humains, il faut ouvrir la boîte de Pandore. Alors, la première boîte de Pandore, c'est essayer de comprendre, grâce à des experts comme David, ce qui se passe réellement dans cette mobilisation de l'exposition au risque. Et ensuite, quand on revient de manière très pratique sur les causes racines d'un accident, et là, je parle là aussi en tant qu'ancien du secours, quand on fait une enquête suite à un accident, on voit bien que le facteur humain, il est à 99% la cause de l'accident. Et là, on a commencé à travailler sur ces sujets-là. Il y a tout un tas de travaux qui ont été faits. Alors, on n'est pas encore en France dans une capacité totalement transparente à mettre sur la table ces sujets-là. Alors, l'American Alpine Club produit chaque année un rapport de détail sur les facteurs humains qui ont concouru à un accident. Le syndicat des guides, comme je l'ai indiqué, a mis en place un processus retour d'expérience depuis à peine 2 ans. C'est tout récent, donc ça n'a pas produit encore ses effets sur les pratiques des professionnels. Mais ça a ouvert quand même un champ de progrès immense. Et on n'a pas encore rendu public... alors, il y a eu des travaux de Brice Lefebvre dans les années 2000 sur l'analyse vraiment factuelle. Et il y a des mines, en fait. Il y a des travaux qui sont en cours avec Maud Van Poel et la Fondation Petzel. Il y a tout un tas de travaux qui sont faits par des sociologues, par des experts d'accidentologie. Mais toute cette matière, elle n'est pas encore rentrée dans la pratique, la doxa de l'ensemble des organisations qui diffusent la connaissance, c'est-à-dire les fédérations des clubs alpins, la Fédération française de la montagne et de l'escalade, l'École nationale de ski et d'alpinisme. C'est des amorces, en fait. On est en train d'amorcer un grand processus, mais on est encore loin de ce qui se fait en aéronautique ou dans des risques que j'ai indiqués tout à l'heure, industriels. Donc voilà, la montagne est un peu en retard sur ce sujet-là, pour être très honnête. Merci. Je pourrais poser une question, quoi. La société adore le risque. On adore le voir, votre film. On adore se dire que si vous tombez, vous êtes mort. Est-ce que, en fait,
Et la société est prête à sacrifier des jeunes et à accepter le risque simplement pour le jeu. Parce que ça a toujours été comme ça. Et en payer aussi les frais des secours. C'est l'histoire de l'offre et la demande. Alors, est-ce que la pratique de ces conduites à risque est agrandie, au moins est-ce qu'elle est aussi engendrée par la demande d'une société derrière? Que nos jeunes prennent les risques à notre place. Est-ce que ça, on peut dire ça? Votre question est un peu compliquée parce que évidemment la société entre guillemets n'existe pas, elle est composée d'innombrables individus. Moi, je dirais qu'il y a une ambivalence de nos sociétés à l'encontre du risque, avec d'un côté une certaine valorisation des activités physiques et sportives dites à risque, de l'aventure, de la recherche scientifique, etc., qui sont évidemment d'autres manières de prendre des risques. Et puis d'un autre côté, on est dans des formes de prévention du risque, s'agissant par exemple des jeunes générations et des conduites à risque. On est dans des formes de prévention par rapport à tout un tas de pathologies, ou ne serait-ce aujourd'hui que dans la lutte mondiale à l'encontre de la pandémie. Donc on est dans cette ambivalence où à la fois le risque demeure une attraction, un peu comme les jeux du cirque d'autrefois, par procuration. On veut s'identifier à des personnages qui accomplissent des exploits formidables, tout en restant évidemment dans son fauteuil. Et puis en même temps, du fait du coût financier pour nos sociétés du risque, il y a une volonté de le contrôler, d'entrer dans des sociétés sécuritaires qui nous lient les mains dans d'innombrables activités. Tous les profs le savent. On ne peut plus emmener les élèves dans des tas d'endroits parce que si jamais l'un d'eux tombe en cours de route, il y aura un procès qui sera lancé contre l'école, contre le prof, contre la municipalité qui aurait dû prévoir qu'un jour un enfant allait s'accrocher au trottoir. Enfin bon. On vit dans un monde complètement fou de judiciarisation à outrance qui fait donc qu'on est étouffé dans un carcan sécuritaire à certains égards, mais en même temps, il y a cet appel d'air, en quelque sorte, par procuration, où on est fasciné par un certain nombre de personnages, de sportifs qui prennent énormément de risques, en oubliant aussi d'ailleurs que ces sportifs qui prennent des risques ont eu un apprentissage, ont une connaissance énorme du milieu, de même que le funambule ne fait pas n'importe quoi, même s'il fait un saut périlleux sur la corde, il a travaillé ça pendant énormément de temps. C'est une technique du corps, enfin c'est une série de techniques du corps, savamment dosé par l'individu. Mais on a besoin sans doute de cette part de rêve, et puis les sociétés n'ont jamais réussi à l'endiguer de toute façon. Merci. Si je peux me permettre, il y a une chose qu'on a peut-être un petit peu omis au cours de la soirée par rapport au risque et par rapport à ces pratiques. C'est aussi le côté chimique, ce qui se passe en fait au niveau de ce que ça apporte l'adrénaline au cerveau et ce que ça apporte l'envie d'y retourner, d'aller plus loin. Et très souvent dans les pratiques à risque et les pratiques extrêmes, ça va être, dans mon regard en tout cas, quelque chose qui va être au niveau cette envie d'aller plus loin et cette envie d'avoir plus fort au côté... Comme dans la drogue, comme dans la consommation de l'alcool, comme dans la consommation de tout ce qui va apporter du plaisir, dans la joie, c'est des fois d'essayer d'aller plus loin là-dedans pour aller chercher de l'adrénaline. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, peut-être parce que ce n'est pas le regard qu'on a, c'est un regard peut-être sociologique un peu plus ce soir, mais ce regard un petit peu plus psychologique en tout cas, je pense que ça joue beaucoup. Tu vois ce que tu dis, oui, clairement, on peut vraiment le ressentir dans des descentes, etc. Moi, je sais que je m'en méfie beaucoup. En fait, le moment d'euphorie, le moment où tu sens que ça monte, tout le monde est là. Ouais, là, attention, là, ça va claquer là. Et donc en fait les moments où enfin voilà, je m'en méfie beaucoup de ça. Donc en fait moi je suis pas forcément dans une forme de surenchère tout le temps, d'aller chercher quelque chose, bien que j'ai passé un hiver extrêmement actif et à un moment dans l'hiver j'ai dû me recentrer à me dire attends, prends du recul, prends du temps, respire, recherche tes motivations, enfin voilà, recentre-toi.
alors que j'avais pas eu de signal d'alerte. Donc l'intérêt, en fait, quand on a un peu ce sentiment d'aspiration, justement, toujours plus, je pense que le meilleur remède, c'est la prise de recul. Moi, je sais que je me fais beaucoup de débriefing le soir. T'as été bon, t'as pas été bon, t'as pris des risques, t'as pas pris des risques, tu t'es arrêté au bon endroit, pas au bon endroit. Et là, ça me permet d'avoir un équilibre. Et donc, ouais, c'est un peu un ascenseur, hein, c'est un ascenseur émotionnel. Hein. On parle beaucoup, le massif du Mont Blanc, on parle beaucoup d'un laboratoire d'émotions, laboratoire technique, c'est sûr. Mais c'est sûr que oui, dans la tête, il se passe plein de trucs. Hein. Mais bon, là, après... Oui, parce que pour moi, ces histoires d'adrénaline, de neurochimie, etc., ça me laisse d'une indifférence absolument totale, parce que ça n'explique absolument en rien les significations, les valeurs qui sont données par l'adepte de ces activités-là. C'est une manière finalement de liquider le sujet en disant oui, il y a une recherche d'adrénaline, point. On aurait tout dit. Moi, ça me gêne énormément. Non, parce que ce qu'on nomme l'adrénaline, c'est simplement cette intensité, cette vibration intérieure, ce sentiment qu'on touche quelque chose de formidable en soi, etc. Dire que c'est l'adrénaline, je trouve que c'est vraiment là profaner en quelque sorte, dans les deux sens du terme, c'est redescendre au profane et puis en même temps liquider tout ce qu'il peut y avoir de formes d'émerveillement en réduisant tout ça à des trucs un peu biochimiques, un peu biologiques. Ça ne s'exclut peut-être pas, ça peut peut-être aussi... Oui, sans doute. Oui, non, je suis d'accord avec cette idée-là. En tous les cas, pour ma part, en tant qu'anthropologue, je refuse absolument ce genre d'analyse qui, moi, ne m'explique absolument rien du tout. Bon, au moins... Juste, je peux donner une référence d'un livre, la question m'y fait penser, c'est L'euphorie des cimes d'Anne-Laure Bock, qui est à la fois une pratiquante de la montagne et un médecin, et puis elle a fait une thèse de philosophie. Et elle a une double lecture médicale et de pratiquante, et un peu sociologique aussi. C'est un très beau petit livre, L'euphorie des cimes. Merci. J'ai une question pour Vivian. Quand vous êtes arrivé dans ce CERAC, visiblement, vous n'étiez pas du tout dans le déni du risque. Vous n'étiez pas tellement dans l'intuition parce que vous dites un peu que ça sent pas bon. Vous n'êtes pas dans l'exploit. Votre exploit, c'était pas de franchir ce CERAC. Il n'était pas prévu. Donc, c'est pas non plus un risque contrôlé comme quand vous êtes dans votre pente. Et pourtant, vous n'avez pas renoncé. Et si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous le repasseriez ? Alors, on y a été parce qu'en fait, on n'était pas exposé. En fait, dans le couloir dans lequel on passait, alors, je pense que quand il y a eu la première descente de cet itinéraire, et c'est rigolo, il y a peu de temps, je suis retombé là-dessus, c'était Heini Holzer, un tout petit skieur. Et le CERAC, il était immense et il venait contre les rochers, en fait. Et là, avec le recul glaciaire, etc., le CERAC, il est vraiment en train de fondre, hein, et de laisser clairement un passage. Et nous, dans le couloir où on était, le long des rochers, franchement, alors peut-être il y aurait eu une toute petite partie en dessous où on aurait pu être touché par quelque chose. Mais vraiment juste au-dessus, on entendait que ça bougeait, on sentait que ça vibrait, on sentait qu'il y a des trucs qui se passaient, mais ça pouvait pas nous tomber dessus. Et du coup, même, donc on a continué notre itinéraire, et même à la descente, il fallait qu'on repasse par là, et on a équipé une ligne de rappel dans un éperon à côté. Donc peut-être que si je devrais y retourner, je grimperais peut-être dans l'éperon dès le départ, sans forcément aller chercher le couloir. Voilà. Mais après, j'ai aussi souvent tendance à dire, une fois que j'ai fait ce genre d'itinéraire, j'y retourne pas. Merci beaucoup. Vu l'heure, je crois qu'on va arrêter pour les questions, sauf s'il y a une dernière question. Voilà, une dernière question, puis après on va arrêter. Bonsoir. On ne fait pas aucune référence en fait à l'ego, nulle part. Il y a une partie anxiogène dans certains films, et il y a des endroits où il n'y en a pas de côté anxiogène. Et dans les pratiques à risque, quelle est la part de l'ego
un peu évoqué avec la virilité à l'épreuve, mais donc la question de l'ego, peut-être. J'avoue que j'ai un peu de mal d'abord à comprendre la question. Il y a forcément un individu qui est engagé, donc il a une réflexion sur ce qu'il fait. Ego voulait dire une forme d'égoïsme, une forme d'hypervalorisation de soi. Oui, je pense que c'est comme ça qu'il l'entendait, dans cette hypervalorisation de soi et cette volonté. Vivien, tu y vas ? Moi, ça me parle. Oui, bien sûr, ça me parle beaucoup. De toutes les manières, enfin voilà. C'est pas évident de prendre la benne de l'Aiguille du Midi le matin. Voilà, tout le monde se regarde. Tu vas où? Tu fais quoi? Voilà, ça, on y est confronté tout le temps. Bon, après, moi, j'ai pas. L'ego est vraiment présent, surtout dans un milieu montagnard. Voilà, on a toujours envie quelque part de montrer que ce qu'on fait c'est bien, etc. Et c'est une bonne chose. Mais enfin voilà, je trouve qu'il faut beaucoup s'en protéger. Il faut beaucoup s'en protéger et surtout justement essayer de pas trop faire pareil que les autres, parce que sinon au final c'est toi-même qui tombe dans le piège. Donc voilà. Je comprends je comprends tout à fait la question et je le ressens. Maintenant, tranquille. S'en protéger, voilà, c'est sûr. Du désir de reconnaissance et volonté de prouver, peut-être. Blaise, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je pense que comme dit David, c'est au cœur du sujet. L'ego, il est central dans tout ça. Pourquoi on y va, finalement, la question de pourquoi faire un pas en montagne. Et donc, le début de l'histoire, il est toujours en lien avec cette question-là. Et la réalité de cette envie, ce désir, je pense notamment à des clients qui veulent aller gravir une montagne, à des gens qui sont en désir de cette découverte-là, effectivement, et c'est un motif qui est poussé par l'ego et qui n'est pas toujours mis en relation avec la réalité du risque. Et c'est là où il faut trouver cette convergence pour que cet ego qui nous pousse à aller gravir des montagnes, qui nous donne des envies, des désirs d'ascension, viennent rencontrer et non pas percuter le risque et que ce risque il soit bien compris au départ. J'ai en souvenir des opérations de secours, on se rendait compte que les gens n'avaient pas du tout compris où ils étaient, ils n'avaient pas du tout mesuré les risques qu'ils avaient pris en allant dans ce territoire-là. Donc c'est sûr que l'ego était tellement puissant qu'on était parti dans un projet sans en mesurer les conséquences. Donc c'est vraiment au cœur de cette dialectique-là qu'on s'est situé ce soir et je pense qu'on a donné quelques éléments de réponse. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut tous vous applaudir encore une fois.